Ruth Calloway a déchiré le contrat en deux de ses deux mains. Elle se tenait au milieu de la route. La pluie trempait sa robe jusqu'à la peau. Elle avait transporté ce papier du Missouri jusqu'au Texas. Elle avait cru chaque mot qui y était écrit. Maintenant, l'encre coulait, la signature se dissolvait, et l'homme qui l'avait signé se moquait d'elle derrière une vitre. Elle a laissé tomber les morceaux dans la boue, les a regardés s'enfoncer. C'est à ce moment-là que Cole Harrow a arrêté son cheval et a posé les yeux sur elle. Si cette histoire vous touche déjà, restez avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne et suivez Ruth et Cole jusqu'à la fin. Dites-nous de quelle ville vous venez dans les commentaires. Voyons jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, commençons. La pluie tombait depuis l'aube, et Ruth Calloway était dessous depuis midi. Elle se tenait au centre de la rue principale de Redstone Crossing. Elle avait de la boue jusqu'aux chevilles et un contrat déchiré en morceaux à ses pieds. 3 semaines de train depuis Saint-Louis, 4 jours de chariot depuis Amarillo. Chaque kilomètre, elle avait serré ce contrat contre sa poitrine, comme un acte de propriété pour un avenir qu'elle avait mérité. 38 $ envoyés à l'avance par virement. Harold Stitch, président du comité scolaire de Redstone Crossing, avait écrit ces mots lui-même. D'une écriture soignée et penchée, elle avait lu la lettre tant de fois qu'elle pouvait la réciter dans son sommeil. L'école vous attend, Madame Calloway. Les enfants de cette communauté sont vraiment chanceux. Il n'y avait pas d'école. Il n'y en avait jamais eu. Harold Stitch le lui avait dit lui-même il y a 10 minutes, derrière la fenêtre de son bureau foncier. Il souriait comme un homme qui sait qu'on ne peut pas l'atteindre. Le comité scolaire a été dissous, avait-il dit. Le financement a été annulé. Vraiment désolé pour le désagrément. Il avait refermé la vitre avant qu'elle ait pu finir sa phrase. Les 38 $ avaient disparu. Le poste avait disparu. Et Ruth Calloway se tenait sous la pluie avec 411 $ à son nom. Une malle pleine de livres scolaires. Et ce sentiment de vide si particulier. Le sentiment d'une personne qui a été dupée. Devant personne et tout le monde à la fois. Elle n'avait pas pleuré. Elle ne pleurait pas maintenant. Elle avait dépassé le stade des larmes. Elle avait pleuré à l'enterrement de son mari Daniel, pleuré quand elle avait vendu la maison, pleuré quand elle avait emballé la dernière boîte et remis la clé à un étranger. Elle avait épuisé ses larmes dans le Missouri. Ce qui restait était quelque chose de plus dur, quelque chose qui s'était logé dans sa mâchoire comme une pierre et refusait de se dissoudre. Le bruit de sabots s'est arrêté juste devant elle. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. Elle fixait les morceaux du contrat, regardant l'encre couler sous la pluie. Puis une ombre est tombée sur elle, grande et immobile, et elle a levé les yeux. L'homme à cheval la regardait d'en haut. Son expression n'était ni de la pitié, ni de la curiosité. C'était quelque chose de plus prudent que l'un ou l'autre. Il était large d'épaules, barbu, avec un chapeau baissé contre la pluie. Il montait son cheval comme le font les hommes qui ont passé plus de temps en selle que sur leurs 2 pieds. Il était détendu, assuré et parfaitement à l'aise. Il a regardé le papier déchiré dans la boue. Il a regardé son visage. Il n'a rien dit pendant un moment. C'est le contrat de Stitch. Sa voix était basse, plate, le genre de voix qui avait appris à ne pas se gaspiller. Ruth a redressé le dos. C'était. Il a répété le mot sans inflexion. Quand êtes-vous arrivé en ville? Il y a 2 heures. Il a regardé sa malle posée sur le trottoir en bois, là où le conducteur du chariot l'avait laissé. Il a regardé la boue sur l'ourlet de sa robe, la pluie sur son visage, la posture particulière de ses épaules qui disait qu'elle se tenait droite par pure détermination et rien d'autre. Où logez-vous? Je n'ai pas encore décidé. Vous avez de la famille ici? Non. Il est resté silencieux à nouveau. Il réfléchissait, ou quelque chose comme ça. Son cheval a bougé sous lui et il l'a calmé sans baisser les yeux. Il y a une femme qui tient une pension à l'autre bout de la rue, Grace Odom. Dites-lui que Cole vous envoie. Elle vous donnera un endroit sec où vous asseoir. Il a fait une pause. Elle vous dira aussi tout ce qu'il y a à savoir sur Harold Stitch, et elle le fera gratuitement. Ruth le regarda fixement. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle d'Harold Stitch. J'ai besoin que quelqu'un me rende 38 $. Quelque chose a changé dans son expression. Pas un sourire, pas tout à fait, mais quelque chose. Oui, madame, dit-il, j'imagine bien. Il a touché le bord de son chapeau et fait tourner son cheval et a continué sa route dans la rue.
Ruth est restée là un instant de plus, la pluie coulant dans son cou. Puis elle s'est dirigée vers le trottoir, a soulevé sa malle par la poignée et l'a traînée en direction de la pension. Grace Odom était une femme bâtie comme un piquet de clôture, mince et droite, et conçue pour résister aux intempéries. Elle avait 60 ans, des cheveux gris acier attachés sous un tissu blanc, et des mains qui bougeaient avec l'efficacité de quelqu'un qui travaillait depuis avant la naissance de la plupart des gens. Elle essuyait une table quand la porte s'est ouverte et que Ruth est entrée. Grace l'a regardée, a remarqué la robe mouillée, la malle, l'expression sur son visage. « Cole vous envoie, dit-elle. « Oui. » Grace a montré la chaise la plus proche du poêle. « Asseyez-vous. » Ruth s'est assise. La chaleur l'a frappée d'un coup et elle a senti ses mains se mettre à trembler. Pas à cause du froid, mais de l'absence soudaine de froid. La façon dont le corps se souvient de ce contre quoi il luttait. Grace a posé une tasse de café devant elle, noir, épais, du genre qui était sur le poêle depuis le matin. Ruth l'a entouré de ses deux mains. « Vous êtes l'enseignante pour qui Stitch a envoyé un virement, » a dit Grace. « J'étais censé l'être. D'où venez-vous? » « De Saint Louis, avant ça, de Kansas City. » Ruth a levé les yeux. « Il n'y a pas d'école, n'est-ce pas? Il n'y en a jamais eu. » Grace a tiré la chaise en face d'elle et s'est assise, les bras croisés sur la table. « C'est la troisième à qui il fait ça, à notre connaissance. 2 femmes avant vous. Une de Cincinnati, une de Nashville. Il leur a envoyé le même contrat, le même paiement anticipé, la même lettre sur les enfants de la communauté. Sa voix était plate comme l'eau d'un ruisseau en août. Toutes les deux sont parties avant que quiconque puisse arranger les choses, si tant est qu'elles pouvaient être arrangées. Ruth a posé la tasse. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il le peut. La mâchoire de Grace s'est crispée. Et parce que ça empêche les femmes de poser des questions. Elle a fait une pause, a semblé peser quelque chose, puis l'a dit quand même. Harold Stitch achète des terres dans tout ce comté. Depuis 2 ans, il a un accord avec la compagnie de chemin de fer Pacific Crown. Ils construisent une nouvelle ligne qui passera par Redstone Crossing. Et chaque parcelle le long de cette route vaudra 10 fois ce qu'elle vaut maintenant. Il a besoin que les femmes ne se mettent pas en travers de son chemin. Les veuves, les enseignantes, quiconque pourrait être assez instruit pour lire ce qu'il met vraiment devant elle. Ruth était très calme. Il pensait que j'étais une menace. Il pensait que vous pourriez en devenir une. Ruth est restée assise avec cette pensée un long moment. Dehors, la pluie martelait la fenêtre. Le poêle tic-taquait et se tassait. Quelque part plus loin dans le bâtiment, une horloge a sonné la demi-heure. « L'homme qui m'a envoyé ici, dit Ruth, Cole Harrove. Il est au courant pour Stitch. » Grace la regarda avec une expression compliquée et difficile à lire. Il en sait plus que la plupart des gens. Sa terre se trouve juste sur le tracé que veut Pacific Crown. Stitch la convoite depuis 1 an. Cole ne veut pas vendre. Elle a fait une pause. Il ne vendra pas. Il ne bougera pas. Il ne signera rien de ce que Stitch lui présentera, ce qui signifie que Stitch va trouver un autre moyen de la prendre. Quel autre moyen? Dit Grace lentement, c'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. Ruth est sortie de la pension de Grace 1 heure plus tard avec des bottes sèches. Grace lui avait donné une vieille paire d'une boîte d'objets trouvés qui était derrière le comptoir depuis 2 ans. Et une compréhension plus claire de sa situation. Elle était seule dans une ville qui avait été utilisée contre elle avant même son arrivée, avec un homme qu'elle avait rencontré pendant 45 secondes. Il détenait la seule information utile qu'elle avait reçue de toute la journée. Elle devrait partir. Chaque instinct cessé qu'elle possédait lui disait « Pars, prendre le prochain chariot vers l'est. Envoie un télégramme à ta cousine à Memphis. Recommence ailleurs, là où Harold Stitch n'a jamais mis les pieds. » Elle se tenait sur le trottoir en bois, sa malle à ses pieds, et elle a pensé à Daniel, à la façon dont il l'avait regardé le matin où il était descendu dans la mine, de la manière ordinaire, la manière d'un mardi matin, la manière qui signifie que vous vous attendez à revenir. Elle a pensé à la lettre qu'elle avait reçue 4 heures plus tard, aux 2 années qui avaient suivi cette lettre, à travailler, économiser et rembourser ce qu'il avait laissé derrière lui, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à payer et plus rien à économiser. Et l'avenir était une porte qu'elle devait franchir seule. Elle l'avait franchie. Elle avait fait le travail, trouvé le poste, fait le voyage. Harold Stitch lui avait pris 38 $ et avait ri derrière une vitre. Ruth a ramassé sa malle et l'a ramenée vers la pension de Grace.
Elle ne partait pas. Cole Harrow fendait du bois derrière sa grange quand elle est apparue à la clôture. Il l'a entendue avant de la voir. Le bruit de bottes sur un sol sec, délibéré et régulier. Il a posé la hache et s'est retourné. Elle se tenait au portail, les bras le long du corps et le menton à cet angle particulier. Cet angle qui signifiait qu'elle avait pris une décision. Il avait vu cet angle pendant environ 45 secondes cet après-midi et il le reconnaissait déjà. Monsieur Hargrove. Madame, j'ai besoin de vous parler. Il a ramassé la hache et l'a plantée dans le billot. Je pensais que vous seriez dans le chariot du soir pour Amarillo. Je n'y suis pas. Il l'a regardé. Non, dit-il, je vois bien. Il a ouvert le portail et elle est entrée. Il se tenait dans la cour, face à face. La lumière devenait dorée et longue sur le sol entre eux. Grace m'a parlé de votre terre, dit Ruth, de Pacific Crown et de ce que Stitch prépare. Elle a fait une pause. Je veux savoir si le contrat qu'il a utilisé pour me faire venir ici est le même genre de contrat qu'il utilise avec les propriétaires terriens de ce comté. Cole était très immobile. Pourquoi? Parce que je sais lire un contrat, Monsieur Hargrove. J'ai enseigné pendant 6 ans dans le Missouri. Avant cela, je tenais les comptes du magasin de mon père depuis l'âge de 12 ans. Elle a croisé son regard sans ciller. Je sais à quoi le langage juridique est censé ressembler. Et je sais à quoi il ressemble quand quelqu'un a changé le sens d'un mot exprès. Le silence s'est étiré entre eux. Un cheval a bougé dans la grange. Quelque part sur la route, un chien a aboyé puis s'est tu. Le contrat que Stitch vous a montré, dit-elle, l'avez-vous toujours? Je ne l'ai jamais signé. Je sais, Grace me l'a dit. Mais avez-vous la copie qu'il vous a donnée? Cole l'a regardé un long moment. Puis il s'est dirigé vers la cabane. Entrez, dit-il. La cabane était propre comme les cabanes de célibataires ne le sont jamais. C'est-à-dire qu'elle n'était pas propre du tout, mais elle était ordonnée, ce qui était déjà quelque chose. Les outils étaient accrochés à leurs clous, la vaisselle empilée, un manteau sur le dossier d'une chaise. La table contenait une tasse de café, un journal plié et une pile de papier tenue par une ficelle. Cole a sorti la pile et la lui a tendue. Ruth s'est assise à la table et a lu. Cole a versé du café dans une deuxième tasse en demandé et l'a posée à côté de son coude. Il a tiré l'autre chaise, l'a retournée et s'est assis avec les bras sur le dossier. Elle a lu en silence pendant plusieurs minutes. Son visage ne laissait rien paraître. Ses yeux se déplaçaient avec la vitesse concentrée de quelqu'un qui lit pour s'informer, pas pour le plaisir. Quand elle a atteint la 3e page, elle s'est arrêtée. Ici, dit-elle. Elle a posé le papier à plat sur la table et l'a tourné vers lui. Son doigt a appuyé sur la page juste en dessous d'une ligne de texte dense et petit. Juste ici. Vous voyez cette clause? Cole s'est penché en avant. Il a lu la ligne, puis il l'a relue. Ça dit que je renonce au droit de contester l'évaluation de la propriété, dit-il lentement. Ça dit plus que ça. Ruth a rapproché le papier. Dans l'État du Texas, une reconnaissance signée de l'évaluation du comté constitue un accord partiel avec l'évaluation elle-même. Si vous aviez signé ceci et que le comté avait ensuite réévalué votre terre à une fraction de sa valeur, ce qu'ils feront si Stitch contrôle l'évaluateur, et Grace dit que c'est le cas, vous n'auriez eu presque aucun recours légal pour vous battre. Elle a levé les yeux. Il n'essayait pas d'acheter votre terre, Monsieur Hargrove. Il construisait une cage autour d'elle. Cole s'est reculé. Sa mâchoire était crispée, un muscle travaillant lentement sous la peau de sa joue. Il a fixé la page avec une expression qui n'était pas encore de la colère. C'était le moment avant la colère, quand un homme comprend à quel point il est passé près de quelque chose. « Comment savez-vous tout ça? » dit-il. « Mon mari travaillait dans une compagnie minière dans le Missouri. La compagnie utilisait un langage contractuel comme celui-ci pour priver les travailleurs de leur droit à indemnisation après des accidents. Sa voix était égale, contrôlée. J'ai passé 8 mois à lire ces documents après la mort de Daniel, en essayant de comprendre comment ils faisaient. Elle a fait une pause. Je comprends comment ils font. Cole n'a rien dit. Il a regardé les papiers sur la table, puis elle, puis sa tasse de café. Stitch vous a fait venir ici pour vous faire taire, dit-il. Ce n'était pas une question. Il m'a fait venir ici pour me faire quitter Saint-Louis avant que j'arrive et que je commence à poser des questions. Il ne s'attendait pas à ce que je sois encore là ce soir. Elle a croisé les mains sur la table. Et il ne s'attendait surtout pas à ce que je sois assise dans votre cuisine à lire ces contrats.
Un long silence. Dehors, la pluie s'était enfin calmée en un murmure régulier contre le toit. La lampe entre eux projetait un cercle de lumière chaud et instable. Cole a pris sa tasse, a bu toute chose et l'a reposée. Vous n'avez nulle part où loger, dit-il. J'en suis consciente. Grace a une arrière-salle. Ce n'est pas grand-chose. Un lit de camp et un rideau. J'ai dormi dans pire. Il a de nouveau regardé les papiers. Si vous restez, dit-il prudemment. Et si Stitch découvre que c'est vous qui avez lu ça, ce ne sera pas agréable pour vous. Cette ville fait ce que Harold Stitch lui dit de faire. Le shérif, le juge, la moitié des marchands de cette rue. Il a ses doigts partout. Ruth a croisé son regard. Monsieur Hargrove, je suis venu au Texas avec 38 dollars que cet homme m'a volé, et un contrat qu'il savait sans valeur quand il l'a écrit. Il n'est pas le premier homme à avoir essayé de me rendre assez petite pour qu'on m'ignore. Elle a fait une pause et quelque chose dans sa voix s'est durci comme du fer qui refroidit. Il sera cependant le dernier à y parvenir. Cole l'a regardé un long moment. Quelque chose dans son expression a changé. Pas de façon spectaculaire, pas avec une douceur visible, mais quelque chose a changé. De la même manière qu'une porte change quand le loquet cède. Très bien, dit-il. Il a tendu la main et a pris les papiers sur la table, les a pliés soigneusement et les lui a tendus. Prenez-les, gardez-les quelque part où Stitch ne regardera pas. Il a fait une pause, et revenez demain matin. Si vous devez lire ces documents, autant tous les lire. J'ai 3 ans de sa correspondance dans ce coffre sous la fenêtre. Ruth a pris les papiers. Elle l'a regardé de l'autre côté de la table. Pourquoi me faites-vous confiance avec ça? Cole a pris sa tasse, a bu la dernière goutte de café, l'a reposée avec un clic silencieux sur le bois. Parce que la dernière personne qui s'est assise sur cette chaise et a lu quelque chose jusqu'au bout sans ciller était ma mère, dit-il. Et elle ne m'a jamais menti une seule fois de sa vie. Ruth s'est levée, a plié les papiers dans son sac, a pris son manteau sur le clou près de la porte où elle l'avait accroché sans demander. Un petit acte inconscient de quelqu'un habitué à s'approprier un espace. Elle l'a enfilé. Bonne nuit, Monsieur Hargrove. Bonne nuit, madame. Il a fait une pause. Je m'appelle Cole. Elle s'est arrêtée à la porte et regardée en arrière une fois. Ruth, dit-elle. Puis elle est sortie sous la pluie qui tombait encore sur Redstone Crossing, Texas, en cet automne de 1879. Elle portait des documents que Harold Stitch ne savait pas qu'elle avait lus. Elle portait des bottes qui ne lui appartenaient pas. Elle se dirigeait vers un lit de camp derrière un rideau dans la pension de Grace Odom. Elle ne savait pas que Stitch avait vu Cole lui ouvrir le portail. Ne savait pas que son contremaître, un homme nommé Burl Decker, observait la cabane depuis la crête au-dessus de la route depuis le coucher du soleil. Ne savait pas que le matin, il y aurait une conversation dans le bureau foncier de Stitch, à propos de la veuve du Missouri qui refusait de partir et de ce qu'il fallait faire d'elle. Elle a marché sous la pluie avec les papiers contre sa poitrine, le dos droit et les yeux fixés sur la route devant elle. Derrière elle, dans la cabane, Cole Hargrove est resté assis à la table vide pendant un long moment. Il regardait la chaise en face de lui où elle s'était assise. La lampe a vacillé une fois puis s'est stabilisée. La pluie parlait son langage régulier contre le toit. Il avait passé 3 ans seul dans cette cabane, construisant des murs avec son silence. Comme d'autres hommes les construisent avec du bois et de la pierre. Il s'était dit que les murs étaient nécessaires et il l'avait cru la plupart du temps. Il a regardé la tasse de café qu'elle avait laissée à côté de la lampe. Elle ne l'avait pas finie. Elle était trop concentrée sur les papiers pour se souvenir qu'elle était là. Il s'est levé, a versé ce qui restait dans la bassine et a lavé la tasse. Puis il est allé au coffre sous la fenêtre et a commencé à sortir des papiers. Il y avait beaucoup de travail à faire avant le matin. Grace Odom n'a pas posé de questions cette nuit-là. Elle a montré à Ruth l'arrière-salle, un lit de camp, une couverture de laine, un rideau sur une corde, et elle a posé une assiette de biscuits froids et de porc salé sur la petite table à côté, sans un mot. Ruth a mangé debout, encore dans son manteau, trop fatiguée pour s'asseoir et trop tendue pour dormir. Quand elle s'est finalement allongée, elle a fixé le plafond, a écouté la pluie, et elle a pensé aux papiers pliés dans son sac et à l'homme qui les lui avait donnés sans rien demander en retour. Elle était debout avant l'aube. Grace était déjà au poêle quand Ruth est passée derrière le rideau, les cheveux attachés, le sac sur l'épaule, les bottes bien lacées. « Le café est prêt, dit Grace. « Merci. » Ruth a versé une tasse et s'est tenue au comptoir,
la buvant rapidement. J'ai besoin de vous demander quelque chose. Grace s'est détournée du poêle. Demandez. Harold Stitch, les deux femmes avant moi, celles qu'il a fait venir ici avec de faux contrats, que leur est-il arrivé exactement? Grace s'est essuyé les mains sur son tablier. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux est devenu prudent et immobile. La façon dont le visage d'une femme se fige quand elle décide de la quantité de vérité à offrir. La première est partie dans le chariot du matin le jour même de son arrivée. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. La seconde, elle a essayé de porter plainte auprès du shérif. Grace a fait une pause. Le shérif Alton lui a dit qu'aucun crime n'avait été commis. Il a dit que c'était un malentendu entre les parties. Il a dit que si elle créait des problèmes dans sa ville, il trouverait une raison de la retenir. Elle a plié le torchon lentement. Elle est partie le lendemain matin. Ruth a posé la tasse. Le shérif Alton travaille pour Stitch. La plupart des gens dans cette ville travaillent pour Stitch d'une manière ou d'une autre. Soit il les paye, soit il leur fait peur, soit il a quelque chose sur eux depuis longtemps. Grace la regarda fixement. Vous comprenez dans quoi vous mettez les pieds? Je le comprends mieux qu'hier. Ruth a pris son sac. Je vais chez Cole Harrove. Grace est restée silencieuse un moment. Ruth, dit-elle, prononçant le nom avec précaution, comme quelque chose qui pourrait se briser si on le manipulait mal. Cole Harrove est un homme bon, mais il est seul. Et Harold Stitch a mis 10 ans à construire ce qu'il a construit ici. Vous devez le savoir avant de vous lancer. Je le sais. Ruth a boutonné son manteau. Mais Stitch a fait une erreur. Laquelle? Il a fait venir quelqu'un qui sait lire. Elle était sortie avant que Grace puisse répondre. Cole avait les papiers étalés sur la table de la cuisine quand elle a frappé. 3 ans de correspondance, d'évaluation foncière, de dépôt de quinté, de lettres de la compagnie de chemin de fer Pacific Crown. Écrit dans le langage prudent et sans âme des hommes qui font des choses terribles, dans des phrases parfaitement grammaticales. Il les avait séparés en piles sans savoir vraiment sur quels critères il les séparait. Plus par instinct que par système. La façon dont un homme trie les choses quand il sait que quelque chose ne va pas, mais ne peut pas nommer la forme de ce mal. Ruth s'est assise, a tiré la pile la plus proche vers elle et a commencé à lire. Ils ont travaillé en silence pendant près d'1 heure. Cole a rempli le café 2 fois. Le poêle gardait la pièce intime et chaude. Dehors, la pluie s'était arrêtée pendant la nuit, et le matin est arrivé froid et clair. La lumière entrait par la fenêtre sous un angle bas qui faisait briller les bords des papiers. Celui-ci, dit Ruth. Elle a posé une lettre à plat sur la table et l'a tournée vers lui. C'est du bureau d'acquisition de terre de Pacific Crown, daté d'il y a 14 mois. Elle a montré le 3e paragraphe. Lisez ça. Cole s'est penché et a lu. Sa bouche s'est crispée. Il demande à Stitch un calendrier. Il lui demande un calendrier pour votre terre spécifiquement. Il la nomme par son numéro de parcelle. Elle a tapoté la page. Cole, cette lettre a été écrite avant que Stitch ne vous approche avec ce contrat. Ce qui signifie qu'il n'essayait pas d'acheter votre terre. Il avait déjà un accord en place pour la leur céder. Il essayait juste d'obtenir votre signature sur quelque chose qui ferait paraître le transfert volontaire. Cole s'est reculé. Il est resté silencieux un long moment, fixant la lettre avec l'attention concentrée et sans ciller d'un homme qui révisait sa compréhension de l'année écoulée de sa vie. Il m'a dit que le chemin de fer avait besoin d'un droit de passage, dit-il. Il a dit que le comté me dédommagerait équitablement. Qu'avez-vous dit? J'ai dit que j'y réfléchirais. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il est revenu avec le contrat. J'ai lu les 2 premières pages et je lui ai dit de quitter ma propriété. C'est là qu'il a cessé d'être patient avec vous, dit Ruth. Il a commencé à être autre chose à la place. Quoi d'autre? Cole l'a regardé. Ma clôture a été coupée 3 fois l'été dernier. J'ai perdu 6 têtes de bétail qui sont passées à travers avant que je ne le découvre. Les droits sur l'eau à la limite ont été bloqués par un dépôt de comté que je n'ai jamais demandé. Il m'a fallu 4 mois et 2 voyages à Amarillo pour régler ça. Il a fait une pause. Je pensais que c'était de la malchance. C'était Harold Stitch, dit Ruth. Chaque fois, elle a tiré un autre document de la pile. Et ça va empirer, parce que la date limite de Pacific Crown pour cette route est le printemps, ce qui signifie que Stitch manque de temps pour faire ça discrètement. Le mot est resté en suspens entre eux. Cole a regardé l'étalage de papier sur la table. Ses mains étaient à plat sur le bois, les doigts pressés.
La façon dont un homme se tient quand il empêche quelque chose de monter. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Dit-il. Nous avons besoin d'un avocat, dit Ruth. Quelqu'un en dehors de Redstone Crossing. Quelqu'un que Stitch ne possède pas. Le plus proche en qui j'aurais confiance est à Love, à 2 jours de cheval. Alors nous devons faire des copies de tout ce qui est important avant d'envoyer les originaux où que ce soit. Elle l'a regardé. Avez-vous du papier à lettres? Il s'est levé sans un mot et a sorti une boîte de papier et une bouteille d'encre de l'étagère au-dessus du bureau. Il les a posées devant elle et s'est rassis. Elle a débouché l'encre, a pris la plume et a commencé à copier la première lettre de sa main propre et précise. L'écriture d'une femme qui a écrit beaucoup de choses qui comptaient. Cole l'a regardé écrire un moment. Puis il a pris une deuxième plume et a tiré une feuille blanche vers lui. « Dites-moi quoi copier, dit-il. Elle a levé les yeux. Quelque chose dans son expression a changé. Pas surprise exactement, mais quelque chose de voisin. Comme une femme qui a appris à s'attendre à moins que ce dont elle a besoin et qui est encore en train de se recalibrer quand elle l'obtient. Le dépôt d'évaluation foncière d'août, dit-elle, et la lettre en dessous datée du 3 septembre. Ils ont travaillé côte à côte toute la matinée. Harold Stitch l'a appris avant midi. Son contremaître, Burl Decker, n'était pas un homme compliqué. C'est pourquoi Stitch le gardait. Les hommes compliqués avaient une conscience qui nécessitait de l'entretien. Burl Decker avait des opinions, ce qui était différent. Son opinion ce matin-là était que la veuve avait passé la nuit chez Grace Odom, qu'elle était allée chez Harrow aux premières lueurs du jour et qu'elle n'en était pas encore ressortie. Stitch a écouté cette information depuis son bureau sans bouger. Il avait un coupe-papier dans la main droite, une fine chose en argent, et il le tournait lentement entre ses doigts pendant que Decker parlait. « Elle a toujours les papiers, que je l'ai vue porter hier, dit-il. Je n'ai pas pu voir ce qu'elle portait. Elle avait un sac. » Grace Odom lui a parlé. Ils sont restés ensemble un bon moment la nuit dernière. Stitch a posé le coupe-papier sur le bureau avec un clic précis et silencieux. Grace, dit-il du ton d'un homme se rappelant une vieille douleur, a été un problème depuis longtemps. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. La rue principale de Redstone Crossing s'étendait en dessous de lui, ordinaire et sans hâte. Des chevaux au poteau, une femme balayant le trottoir en bois devant le magasin général, 2 hommes parlant devant la grange à fourrage. Sa ville. Il l'avait construite aussi sûrement que s'il avait posé chaque planche lui-même, tranquillement et patiemment, et sans que personne ne comprenne vraiment ce qu'il construisait jusqu'à ce que ce soit déjà fait. « Je veux savoir ce qu'elle fait chez Harrow, dit-il. Je veux le savoir avant ce soir. » Et si elle lit ses papiers, Stitch s'est détourné de la fenêtre. Alors nous devons donner à cette ville une raison de ne plus lui faire confiance. Il a dit cela comme un homme dirait « Passe-moi le sel », pratique et sans chaleur. Une solution simple à un problème simple. Burl Decker a hoché la tête et est parti. Stitch est retourné à son bureau et a pris sa plume. C'était un homme patient. Il avait été patient pendant 10 ans. Il pouvait être patient un peu plus longtemps. Ruth ne savait pas qu'elle était observée quand elle est retournée chez Grace cet après-midi-là. Elle portait les copies dans son sac et avait laissé les originaux avec Cole, cachés dans le double fond du coffre que sa mère avait apporté du Kentucky 40 ans auparavant. Cole avait découvert le compartiment enfant et n'en avait jamais parlé à personne. C'était le genre d'information qui ressemblait maintenant à de la providence. Elle avait la main sur la porte de Grace quand elle a entendu son nom. Elle s'est retournée. Une femme se tenait sur le trottoir en bois à 20 pieds de là. La femme du forgeron, une femme corpulente nommée Clara Holt, avec un visage carré et simple et des yeux vifs. Elle n'était pas seule. 2 autres femmes se tenaient à côté d'elle et toutes les 3 avaient l'expression particulière de personnes qui ont discuté de quelque chose et ont maintenant décidé de le dire à voix haute. « Vous êtes celle qui loge chez Grace, » dit Clara. Ce n'était pas une question. « Oui, dit Ruth. J'ai entendu dire que vous étiez chez Cole Harrow depuis ce matin. » Ruth la regarda fixement. « C'est exact. » Clara a jeté un coup d'œil aux femmes à côté d'elle. L'une d'elles a pincé les lèvres en une ligne fine. « Les gens parlent, » dit Clara. « De vous, de ce que vous faites là-bas. » Elle a fait une pause, laissant le silence faire le travail qu'elle était trop prudente pour faire elle-même. Ruth a gardé une voix égale. « Que disent les gens, Madame Holt? Que ce n'est pas décent. Une veuve seule avec un homme, dès son premier jour en ville. » Clara s'est redressée. « Nous ne vous connaissons pas. Nous ne savons pas d'où vous venez, ni quelles sont vos intentions.
Harold Stitch a dit au Reverend Moore que vous aviez quitté votre dernier poste à cause de problèmes. Les mots ont atterri avec la précision d'une pierre bien lancée. Ruth les a sentis la frapper. Elle a senti le travail familier et épuisant de rester immobile sous une accusation sans céder de terrain. Harold Stitch, dit Ruth prudemment, a dit un mensonge au Reverend Moore. C'est une chose grave à dire sur un homme de sa stature. C'est une chose vraie à dire sur un homme qui m'a écrit un faux contrat, m'a pris 38 $ d'avance sur salaire et m'a ri au nez quand je suis arrivé. Elle a regardé Clara Holt sans ciller. Je suis une enseignante, Madame Holt. J'ai été enseignante pendant 6 ans dans le Missouri. Mon mari est mort dans un accident de mine il y a 2 ans et je subviens à mes besoins depuis, sans la charité de personne. Je suis venu au Texas de bonne foi avec un document d'apparence légitime et j'ai été trompé. Elle a fait une pause. Vous êtes libre de croire Harold Stitch plutôt que moi. C'est votre droit. Mais je vous demanderai de réfléchir attentivement à ce que cela signifie. Que la première chose qu'il ait faite quand j'ai refusé de partir tranquillement a été de chuchoter à l'oreille d'un prédicateur. La mâchoire de Clara Holt a travaillé. Les femmes à côté d'elle ont échangé un regard. Quelque chose est passé entre elles qui n'était pas tout à fait de la conviction, mais qui n'était pas non plus un rejet total. « Grace se porte garante de vous, » dit finalement Clara, sa voix un peu plus basse. « Vous devriez demander à Grace. » Clara l'a regardé un long moment. Puis elle a fait un bref signe de tête sec, le signe d'une femme qui n'a rien décidé, mais qui n'est plus certaine de n'avoir rien décidé, et elle s'est retournée et s'est éloignée. Les deux autres ont suivi sans parler. Ruth a poussé la porte de la pension. Grace a levé les yeux de derrière le comptoir. « Clara Holt, » dit Ruth. « J'ai entendu, » dit Grace. « Les murs sont fins. » Ruth s'est laissée tomber sur la chaise la plus proche. Ses mains étaient parfaitement stables. Elle l'a remarqué et a trouvé étrange de pouvoir sentir l'impact de ses mots dans sa poitrine, comme un bleu qui se forme, et que ses mains restent complètement immobiles en même temps. Elle a supposé qu'elle avait appris cela quelque part en chemin. Durant les 2 années à faire ce qui devait être fait pendant que le deuil pesait sur elle comme un second corps. « Stitch agit vite, dit-elle. Il le fait toujours. » Grace a posé une assiette de nourriture devant elle, des haricots, du pain, une tranche de bœuf froid. « Mangez quelque chose, vous n'avez rien mangé depuis ce matin. » Ruth a pris la fourchette. « Il va empoisonner cette ville contre moi avant que j'aie une chance de dire un mot pour ma défense. Il va essayer. » Grace s'est assise en face d'elle, pliant les mains sur la table. Mais Clara Holt n'est pas sa créature. C'est une commère et elle se méfie des étrangers, mais elle n'est pas malhonnête. Si elle entend quelque chose qui ne colle pas, elle s'en souviendra. C'est un fil bien mince auquel se raccrocher. La plupart des bonnes choses tiennent à des fils minces par ici. Grace la regarda fixement. « Qu'avez-vous trouvé chez Cole? » Ruth lui a tout raconté. La lettre de Pacific Crown, le calendrier, le numéro de parcelle, la preuve que Stitch travaillait sur la terre de Cole depuis plus d'1 an. Grace a écouté sans l'interrompre, son expression changeant comme le temps change sur une plaine ouverte, lentement et tout à la fois. Quand Ruth a fini, Grace est restée silencieuse un long moment. « Il va s'en prendre à Cole, dit-elle. Pas avec un contrat cette fois, je sais. Et il va s'en prendre à vous aussi parce que vous êtes celle qui sait ce qu'il y a dans ces papiers. Je le sais aussi. » Grace l'a regardé. « Et vous êtes toujours là. » Ruth a pris une bouchée de pain et mâché et avalé. « Madame Odom, dit-elle, Harold Stitch m'a pris 38 $ et près de 3 semaines de ma vie. Avant cela, une compagnie minière a pris mon mari, a appelé ça un accident, m'a payé 40 $ d'indemnisation et m'a dit d'être reconnaissante. » Elle a posé la fourchette sur l'assiette avec un clic silencieux et délibéré. « Je suis très fatigué qu'on me dise ce que je devrais accepter et avec quel silence je devrais l'accepter. » Grace l'a étudié un long moment. Quelque chose sur le visage de la femme plus âgée a changé. Pas adouci exactement, mais ouvert. Comme une fenêtre s'ouvre pour laisser entrer un air qui a été gardé dehors trop longtemps. « J'avais une parcelle de terre, dit Grace lentement. Il y a 8 ans, 20 acres à l'est de la ville, près du ruisseau. Mon mari me l'avait laissé. Stitch m'a dit que le comté avait un privilège fiscal dessus datant d'avant la mort de Theodore. Il a dit que je devais des arriérés d'impôts que je ne pouvais pas payer ou que je la perdrais. Elle a fait une pause. J'ai payé.
J'ai pris tout ce que j'avais. J'ai hypothéqué ce bâtiment pour le faire. Sa mâchoire s'est crispée. 3 ans plus tard, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de privilège. Il n'y en avait jamais eu. Stitch avait un homme au bureau de l'évaluateur du comté qui pouvait déposer tout ce qu'il voulait et le faire paraître réel. Ruth l'a regardé. Vous n'avez jamais récupéré votre terre. Non. La voix de Grace était plate, finale. La voix de quelqu'un qui a fait de la paix avec une blessure qui n'a jamais complètement guéri. Mais j'ai gardé ce bâtiment et j'ai gardé ma bouche fermée. Et j'observe Harold Stitch opérer dans cette ville depuis 8 ans. J'attends le jour où quelqu'un viendra qui pourra faire quelque chose. Elle a fait une pause. Je ne m'attendais pas à ce que ce quelqu'un soit une veuve enseignante du Missouri qui ne possède pas une paire de bottes à sa taille. Ruth a baissé les yeux sur les vieilles bottes de Grace à ses pieds, puis elle a levé les yeux. « Elles me vont assez bien, dit-elle. » Grace a presque souri. C'est bien vrai. Ce soir-là, Cole est arrivé en ville alors que la lumière déclinait. Il a attaché son cheval devant la pension de Grace et est entré sans frapper. Ce qui en disait plus à Ruth sur la fréquence à laquelle il avait franchi cette porte que toute autre chose. Grace lui a versé du café sans qu'on le lui demande. Il s'est assis au comptoir, a tourné la tasse dans ses mains et a regardé Ruth. « Pearl Decker était sur la limite de ma propriété cet après-midi, dit-il. Il se tenait au-delà de la clôture est avec une mire de géomètre. » Ruth s'est immobilisée. Une mire de géomètre. Il se tenait juste là avec, sans rien faire, juste debout. Il a fait une pause, pour être sûr que je le verrais. « C'est un message, dit Ruth. Stitch vous dit qu'il passe à l'action, que la période de calme est terminée. J'imagine. » Cole a bu son café, a posé la tasse. Je suis aussi passé au bureau du shérif en venant. J'ai demandé à Alton s'il savait quelque chose sur des relevés non autorisés sur des terres privées. Son expression n'a pas changé. Alton a dit qu'il allait se renseigner. Il m'a regardé tout le temps comme un homme à qui on a dit exactement quoi dire. Grace a fait un bruit sourd qui n'était pas tout à fait un mot. Cole a regardé Ruth. Qu'avons-nous copié aujourd'hui qui compte le plus? La lettre de Pacific Crown et l'évaluation du comté d'août, dit Ruth. Ces 2 documents ensemble montrent que l'accord était en place avant qu'aucune offre ne vous soit faite. Cela prouve que le récit de la vente volontaire a été construit après coup. Elle a fait une pause. Mais nous avons besoin de ces copies devant un avocat qui peut déposer une injonction avant que Stitch ne finisse ce qu'il a commencé. S'il obtient une ordonnance de comté frauduleuse, même un avocat légitime aura du mal à la démêler à temps. Combien de temps avons-nous? Ruth a pensé à la lettre, au calendrier, à la date limite. Si Pacific Crown doit commencer les travaux au printemps, Stitch a besoin d'un titre de propriété clair d'ici janvier au plus tard. Ce qui nous donne, compta-t-elle silencieusement, 8 semaines, peut-être 9. Cole a hoché la tête lentement, délibérément. Le hochement de tête d'un homme marquant un territoire sur une carte dans sa tête. « Je peux aller à Latch. Il faut que ce soit bientôt. » Demain matin, il a regardé Grace. « Pouvez-vous garder les copies ici quelque part où il ne regardera pas? » « Je cache des choses à Harold Stitch depuis 8 ans, dit Grace. Je sais où il ne regarde pas. Cole s'est levé. Il a pris son chapeau sur le comptoir. Il a regardé Ruth et il y avait quelque chose dans son expression à ce moment-là. Pas de la chaleur, pas exactement, car ce n'était pas un homme qui portait la chaleur comme d'autres hommes, mais quelque chose de prudent et de certain. La façon dont un homme regarde quand il a décidé de faire confiance à quelque chose et qu'il ne va pas le remettre en question. « Vous avez fait du bon travail aujourd'hui, dit-il. » Ruth l'a regardé. « Vous aussi. » Il a mis son chapeau et est sorti. Grace l'a regardé partir, puis a regardé Ruth avec une expression que Ruth ne pouvait pas tout à fait interpréter. « Il n'a pas dit ça à quelqu'un depuis longtemps, » dit Grace doucement. Ruth a regardé la porte. Dehors, le bruit des sabots s'estompait sur la route vers la terre de Cole. Vers la clôture S, où Pearl Decker s'était tenu avec sa mire de géomètre, faisant des promesses au nom d'un homme qui n'en avait jamais tenu une de sa vie. Elle a pensé à ce que Grace avait dit, sur les fils minces. Elle a pensé au papier plié dans le coffre au double fond, à l'avocat lâche et aux 8 semaines qu'il pourrait avoir ou non, à une compagnie de chemin de fer et à un évaluateur de comté et à un shérif qui regardait les hommes honnêtes comme s'ils parlaient une langue qu'il avait oubliée. Elle était fatiguée jusqu'à la moelle. Mais sous la fatigue, il y avait autre chose. Quelque chose qui avait été absent pendant 2 ans.
Depuis le matin où le contremaître avait frappé à sa porte dans le Missouri et emporté le reste de sa vie avec lui. Il lui a fallu un moment pour le reconnaître. Quand elle l'a fait, cela l'a surprise. Cela ressemblait à un but. Cole est parti pour Love avant le lever du soleil. Ruth a entendu les sabots sur la route depuis derrière le rideau de sa chambre. Ce son particulier d'un seul cheval se déplaçant avec détermination dans l'obscurité. Et elle est restée immobile et a écouté jusqu'à ce qu'il s'estompe et que le silence revienne. Elle n'avait pas bien dormi. Elle était restée allongée dans le noir avec le poids des documents copiés pesant sur son esprit. De la même manière que les originaux avaient pesé contre sa poitrine la nuit précédente. Pas le poids physique du papier, mais le poids de ce qui y était écrit. 8 semaines, peut-être 9. Elle avait dit ces mots à Cole avec le calme d'une femme énonçant un fait. Et ce n'est que plus tard, seule dans le noir, que leur pleine signification s'est installée dans ses os. 8 semaines pour défaire 10 ans de travail d'Harold Stitch. 8 semaines avant que la date limite de Pacific Crown ne transforme un plan patient et méthodique en quelque chose de plus rapide et de moins prudent. Rapide et imprudent, c'est là que les gens se blessaient. Elle l'avait déjà vu dans le Missouri. Quand les avocats de la compagnie minière avaient décidé que les demandes d'indemnisation prenaient trop de temps et avaient commencé à déposer des contre-injonctions qui enterrent les veuves et les hommes blessés sous la paperasse jusqu'à ce qu'ils abandonnent d'épuisement. Elle comprenait comment ces choses fonctionnaient. Elle comprenait que la loi entre les mains des mauvais hommes n'était pas un bouclier. C'était une massue. Elle s'est levée dans le noir et est allée aider Grace pour le service du petit déjeuner. Stitch est entré à 8 heures. Il ne mangeait pas chez Grace en règle générale. C'est la première chose que Ruth a remarquée. L'expression de Grace quand la porte s'est ouverte. L'immobilité particulière qui a traversé son corps comme l'immobilité traverse un chien qui a senti quelque chose qu'il n'aime pas. Ruth était derrière le comptoir, remplissant des tasses de café. Elle a levé les yeux et l'a vu pour la première fois en pleine lumière, sans se presser. Harold Stitch avait 52 ans et ressemblait à un homme qui avait arrangé son apparence aussi soigneusement qu'il arrangeait tout le reste. Il était bien habillé pour un matin au Texas, manteau pressé, chapeau, bottes sans une trace de poussière. Son visage était large et agréable, le visage d'un homme habitué à être cru. Il se déplaçait avec la confiance assurée de quelqu'un à qui on n'a jamais sérieusement dit non. Il a regardé la pièce. Ses yeux ont immédiatement trouvé Ruth et s'y sont attardés un instant, un battement de plus qu'un regard désinvolte, assez court pour être niable. Puis il a souri et a regardé Grace. « Bonjour, Grace, dit-il. Juste un café si vous en avez. » Grace l'a versé sans un mot et l'a posé sur le comptoir. Stitch l'a emporté à une table près de la fenêtre et s'est assis face à la pièce. Il a déplié le journal et a semblé le lire. Ruth a continué à remplir les tasses de café. Elle a gardé ses mains stables, son visage neutre et ses yeux loin de sa table. Ce qui a demandé plus d'efforts qu'elle ne voulait le montrer. Clara Holt est entrée 20 minutes plus tard avec sa fille, une jeune fille d'environ 16 ans, qui avait le visage carré de sa mère et les yeux plus calmes de son père. Elles ont pris une table en face de celle de Stitch. Clara a jeté un coup d'œil à Ruth avec le regard prudent et recalibré d'une femme qui était rentrée chez elle la veille et avait retourné une conversation dans son esprit jusqu'à ce qu'elle atterrisse différemment de la première fois. Ruth a apporté leur café. Clara a levé les yeux vers elle. « Ce poste que Stitch vous a offert, » dit Clara, en gardant sa voix assez basse pour que les mots ne soient que pour la table. « L'école. Y a-t-il jamais eu un bâtiment quelconque? » Ruth l'a regardé. « Non, madame, pas une seule planche. » Clara a hoché la tête lentement, comme si cela confirmait quelque chose. Elle a jeté un coup d'œil à sa fille, puis de nouveau à Ruth. « Ma nièce à Abilene a reçu une lettre au printemps dernier. Une offre similaire. Poste d'enseignante, salaire anticipé. Elle n'y est pas allée. Son mari ne le lui a pas permis, mais elle a reçu la lettre. Elle a fait une pause. Même signature. » Ruth est restée très immobile. « Harold Stitch a signé une lettre à votre nièce à Abilene. C'est ce qu'elle m'a écrit. » Clara a croisé les mains autour de sa tasse de café. « Je pensais que c'était une coïncidence à l'époque. »« Ce n'en était pas une, » dit Ruth doucement. « Madame Holt, ce n'était pas une coïncidence, Mom. » Les yeux de Clara se sont brièvement déplacés vers la table de Stitch de l'autre côté de la pièce. Il semblait absorbé par son journal. Elle a regardé de nouveau Ruth. « Qu'allez-vous faire? »« J'y travaille, dit Ruth, mais j'ai besoin de temps.
Et j'ai besoin que les gens de cette ville ne décident pas que je suis le problème avant que j'aie eu la chance de leur montrer quel est le vrai. Clara est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit prudemment, de la manière dont les femmes des petites villes disent les choses qu'elles veulent être entendues sans être surprises. Mon mari est au comité de l'eau du comté. Il se bat contre un dépôt depuis 8 mois qui n'a aucun sens pour lui. Quelque chose à propos des servitudes de ruisseaux du côté sud de la ville. Elle a fait une pause. Je me demande si une femme qui sait lire les contrats ne le comprendrait pas mieux que lui. Ruth la regarda fixement. Je me demande si elle ne le pourrait pas, dit-elle. Elle a rempli la tasse de café et est passée à la table suivante. Derrière elle, elle pouvait sentir Stitch la regarder. Elle ne s'est pas retournée. Il est parti à 9h30, a payé son café avec la monnaie exacte, a plié son journal sous son bras et est sorti sans parler à personne d'autre dans la pièce. La porte s'est refermée derrière lui. Grace a laissé échapper un souffle si silencieux que Ruth l'a presque manqué. « Il est venu ici pour vous regarder », dit Grace. « Je sais. Il voulait voir si vous alliez craquer. » Grace a ramassé la tasse vide de la table de Stitch. « Si vous alliez scier ou détourner le regard ou vous faire petite. »« J'ai l'habitude de ne pas faire ces choses, » dit Ruth. Grace l'a regardé. « Je sais que vous avez l'habitude. » Elle a fait une pause. « Clara Holt vous a parlé. Il a vu ça. »« Oui. Ça va coûter quelque chose à Clara. Je le sais aussi. » Ruth a pris un chiffon et a commencé à essuyer le comptoir, ce qui signifie que je dois agir plus vite que prévu. La lettre est arrivée le lendemain matin. Elle était adressée à Ruth à la pension de Grace, ce qui signifiait que Stitch savait déjà exactement où elle dormait. Ce qu'elle avait supposé, mais qui était quand même désagréable pour l'avoir confirmé. L'écriture sur l'enveloppe n'était pas la sienne. Trop soignée, trop délibérée. La main de quelqu'un copiant un style plutôt qu'écrivant naturellement. À l'intérieur, un paragraphe sur du papier ordinaire, non signé. Il disait « Le shérif du comté a le pouvoir d'éloigner les individus qui troublent l'ordre public. Les femmes voyageant sans escorte masculine ou résidence établie peuvent être détenues pour leur propre protection à la discrétion des forces de l'ordre local. Vous seriez bien avisé de considérer votre situation et d'agir en conséquence. » Ruth l'a lu 2 fois, l'a plié, l'a mis dans son sac avec les copies des documents de Stitch. Elle s'est dirigée vers le bureau du shérif. Emmett Alton était un homme corpulent qui s'était amolli avec les années, comme le font les hommes quand l'autorité remplace le besoin d'effort. Il avait un visage large, des yeux pâles et la manière particulière de quelqu'un qui a appris à faire passer sa paresse pour de la délibération. Il était derrière son bureau quand Ruth est entrée, et la façon dont son expression a changé en la voyant lui a dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. S'il s'attendait à ce qu'elle se présente ou qu'elle s'enfuit. Elle a sorti la lettre et l'a posée sur son bureau sans préambule. « J'ai reçu ceci ce matin, dit-elle. Je veux qu'il soit consigné que je suis consciente de son contenu et que je choisis de rester à Redstone Crossing volontairement. Comme c'est mon droit légal en tant que citoyenne de cet État. » Alton a regardé la lettre. Il n'y a pas touché. « Je ne sais rien de tout ça, dit-il. Je n'ai pas dit que vous saviez, shérif. J'ai dit que je voulais que ce soit consigné. Je n'ai aucune raison de le consigner. Alors je noterai moi-même la date et l'heure de cette conversation et je la garderai avec mes autres documents. » Elle a repris la lettre. « Je veux aussi vous poser une question directe et j'apprécierais une réponse directe. » Alton s'est penché en arrière dans sa chaise. Il l'a regardée comme les hommes regardent les femmes qu'ils ont sous-estimées et commencent à le regretter. « Posez-la. Si un avocat devait déposer une injonction contre des évaluations foncières frauduleuses dans ce comté, ce dépôt passerait-il par votre bureau ou directement au tribunal du comté à Lac? » Le silence qui a suivi a duré environ 3 secondes. Il a semblé plus long. « Latch, » dit Alton. Sa voix avait légèrement changé, juste assez. Aplatie, devenue prudente. « Merci, » dit Ruth. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle est ressortie dans l'air du matin. Ses mains tremblaient. Elle les a mises dans ses poches et a continué à marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne la pension de Grace. Puis elle a franchi la porte, s'est assise à la table la plus proche, a posé ses paumes à plat sur le bois et a respiré. Grace est sortie de la cuisine, l'a regardée, a posé une tasse de café et s'est assise en face d'elle. Que s'est-il passé? Ruth lui a parlé de la lettre, du visage d'Alton quand elle a mentionné l'injonction, des 3 secondes de silence qui lui en avaient dit plus que sa réponse. « Il a peur, » dit Ruth.
Alton a peur, ce qui signifie que Stitch lui en a dit juste assez pour le rendre utile, mais pas assez pour qu'il se sente protégé. À la minute où un véritable défi juridique arrivera de l'extérieur de ce comté, Alton ne se sacrifiera pas pour Harold Stitch. Vous avez compris tout ça en 3 secondes de silence? J'ai compris ça en 2 ans à lire les visages d'hommes qui décidaient de la quantité de problèmes qu'ils étaient prêts à assumer pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, dit Grace. Ruth a bu le café. Le contremaître de la mine de Daniel avait le même regard chaque fois que je venais à son bureau. Au moment où il a compris que je ne partirais pas et que j'avais des documents, il a cédé en environ 40 minutes. Grace s'est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, « Cole doit savoir pour la lettre. Cole est à 2 jours de route. Il sera de retour demain soir s'il force l'allure. » Ruth a hoché la tête. Elle pensait déjà au-delà de la lettre, au-delà du visage d'Alton, à la forme de ce qui allait suivre. Stitch était passé de la construction à l'intimidation. La lettre signifiait qu'il n'était plus certain de pouvoir simplement la faire attendre, ce qui était un progrès d'un genre douloureux. Mais l'intimidation qui échouait avait tendance à devenir autre chose, et elle le savait. Les ennuis sont arrivés le 3e jour, comme elle l'avait su. Elle était au comptoir de Grace, travaillant sur les documents du comité de l'eau que le mari de Clara Holt avait envoyés. 6 pages de dépôt de comté qui étaient, comme elle l'avait soupçonné, délibérément structurés pour masquer une redirection des droits d'eau du ruisseau vers des terres que Stitch était en train d'acquérir. Quand la porte s'est ouverte et que 2 hommes sont entrés qui n'étaient pas là pour le café, Burl Decker, elle l'a reconnu. Il était plus petit qu'elle ne l'avait imaginé d'après la façon dont les gens prononçaient son nom. Large et au visage plat, avec l'immobilité compacte d'un homme qui a appris que la taille était moins utile que la proximité. L'homme avec lui était plus jeune, mince, portant un insigne de shérif adjoint qui était légèrement de travers sur sa chemise. Decker s'est arrêté au milieu de la pièce. Il a regardé Ruth avec le regard direct et sans fioriture de quelqu'un qui délivre un message qui ne nécessite pas de subtilité. « Monsieur Stitch aimerait vous parler, dit-il. Son bureau, maintenant, conviendrait. » Ruth n'a pas levé les yeux des documents. « Je suis occupé. »« Madame, je ne pense pas que vous me compreniez. »« Je vous ai compris, Monsieur Decker. » Elle a posé sa plume et l'a regardé. « Je suis occupé. Si Monsieur Stitch souhaite me parler, il est le bienvenu ici. » La mâchoire de Decker s'est déplacée. Le shérif adjoint derrière lui a déplacé son poids d'un pied à l'autre. Grace est sortie de la cuisine et s'est arrêtée, observant la pièce, sans bouger. « Y a-t-il un problème? » dit Grace. « Pas de problème, dit Decker sans la regarder. Ses yeux sont restés sur Ruth. « Monsieur Stitch veut juste une conversation. »« Alors, Monsieur Stitch peut en avoir une, dit Ruth, quand il franchira cette porte et s'assiera à cette table comme un homme qui a quelque chose d'honnête à dire. Ce que je ne m'attends pas à voir arriver. » Elle a repris aux plumes. « Bonjour, Monsieur Decker. » Le silence dans la pièce a duré assez longtemps pour avoir une température. Puis Decker s'est retourné et est sorti. Le shérif adjoint a suivi, s'arrêtant à la porte avec une expression qui n'était pas tout à fait la sienne. Un malaise emprunté, le visage d'un jeune homme portant la conviction de quelqu'un d'autre. La porte s'est refermée. Ruth a posé la plume. Sa main ne tremblait pas cette fois. Elle l'a notée sans sentiment particulier, de la même manière qu'elle notait la plupart des choses sur elle-même dans des moments comme ceux-ci. La cataloguer, la classer. Grace est venue à la table et s'est assise en face d'elle. « Il reviendra, » dit Grace. « Je sais, avec quelque chose de pire qu'un insigne de shérif adjoint et une invitation. Je le sais aussi. » Ruth a regardé les documents du comité de l'eau, puis elle a regardé Grace. Le mari de Madame Holt, Henry. Est-ce un homme avec qui on peut raisonner? Henry Holt est un homme qui n'aime pas qu'on le fasse se sentir stupide, dit Grace lentement. Ce que Stitch fait avec lui depuis 8 mois avec ses dépôts d'eau. Henry sait que quelque chose ne va pas, mais il ne peut pas le prouver parce qu'il ne peut pas déchiffrer le langage. Elle a fait une pause. Si vous lui montriez exactement ce que ces documents signifient en anglais simple, il ne l'oublierait pas. J'ai besoin d'1 heure avec lui. J'enverrai un message à Clara cet après-midi. Ruth a hoché la tête. Elle a rassemblé les documents, a aligné les bords contre la table et les a remis dans son sac. Elle a pensé à Cole chevauchant durement vers Love, emportant des copies de lettres qui reliaient une compagnie de chemin de fer à un président de comté à une décennie de vols systématiques.
Elle a pensé à l'avocat à l'autre bout de ce trajet, qui qu'il soit, et s'il était le genre d'homme qui agissait rapidement, ou celui qui avait besoin d'être convaincu. Elle a pensé à Witzman, 7 maintenant. Elle avait perdu une journée à cause de la peur, des lettres et d'un homme avec un insigne de shérif adjoint de travers. Elle ne pouvait pas se permettre d'en perdre une autre. Grace, dit-elle, oui, quand Stitch s'en prendra à nouveau à moi, et il le fera, et ce sera à travers la ville, à travers les commérages, à travers n'importe quelle histoire qu'il aura décidé de construire, j'ai besoin de gens dans cette ville qui ont leur propre raison de douter de lui. Pas parce que je leur ai demandé, mais parce qu'ils y sont arrivés par eux-mêmes. Elle a fait une pause. Clara Holt, Henry au comité de Léo. Qui d'autre? Grace a réfléchi un long moment. Le genre de long moment qui signifie qu'une femme trie 10 ans d'observation attentive et décide de ce qu'elle sait avec certitude de ce qu'elle ne fait que soupçonner. Ed Marsh, dit-elle finalement. Il dirige l'écurie de livraison. Stitch l'a évincé d'un contrat il y a 3 ans. Un accord de fourniture avec le chemin de fer qui avait été promis à Ed par écrit. Stitch l'a donné à son propre homme à la dernière minute et a dit à Ed que la paperasse avait une erreur. La voix de Grace était sèche comme le lit d'un ruisseau en été. Ed a gardé cette paperasse. Il me l'a montrée une fois. Il attend que quelqu'un lui dise ce que ça signifie. Ruth l'a regardé. Organiser une réunion. Quand? Ce soir, avant que Cole ne revienne. Et avant que Stitch ne fasse son prochain coup. Avant que cette ville ne finisse de se faire une opinion sur moi en se basant sur ce qu'il leur dit. Elle s'est levée, a pris son sac, a boutonné son manteau. Je ne suis pas venu au Texas pour être géré, Madame Odom. Je suis venu pour enseigner. Puisqu'il n'y a pas d'école, j'enseignerai ce que je sais aux gens qui ont besoin de le savoir. Et Harold Stitch pourra en penser ce qu'il voudra. Grace l'a regardé un long moment. L'expression sur son visage était difficile à lire, compliquée par l'âge et l'histoire, et le poids particulier d'une femme qui a attendu 8 ans que quelqu'un dise exactement ce que Ruth venait de dire. J'enverrai les messages, dit Grace. Ruth est sortie dans l'après-midi. La rue principale de Redstone Crossing s'étendait autour d'elle, ordinaire et animée, et totalement inconsciente que dans l'arrière-salle d'une pension à une extrémité, une veuve du Missouri construisait quelque chose que Harold Stitch n'avait pas prévu et ne pouvait pas encore voir venir. Elle était à mi-chemin du trottoir en bois quand elle a entendu des sabots derrière elle. Rapide, déterminée, le son d'un cheval poussé plus fort que le confort ne le permet. Elle s'est retournée. Cole Harrove est apparu au tournant à un galop soutenu, la poussière s'élevant derrière lui. Son visage était fermé et tendu d'une manière qu'elle n'avait pas encore vue. Il s'est arrêté juste devant elle, le cheval respirant fort. Il est descendu avant que l'animal ne soit complètement arrêté. Ses yeux ont trouvé son visage et s'y sont attardés un moment avec une intensité qui n'avait rien de désinvolte. Le regard d'un homme qui a passé 2 jours à chevaucher et à réfléchir et qui est revenu avec des nouvelles qu'il ne veut pas livrer doucement. L'avocat, dit-il sans préambule, il était déjà engagé. Ruth s'est immobilisée. Quoi? Un homme à Love, du nom de Garrett. J'ai chevauché, j'ai demandé autour de moi quelqu'un pour déposer une injonction. 2 personnes différentes m'ont orienté vers Garrett. Quand je suis arrivé à son bureau, il avait déjà un client. La mâchoire de Cole était crispée. Harold Stitch l'a retenu il y a 6 semaines. Il l'avait sous contrat permanent. Il l'a regardé. Garrett est le seul avocat spécialisé en immobilier à Love. L'information a atterri comme une porte qui claque. Soudaine, finale, le son de quelque chose qui se ferme. Ruth est restée sur le trottoir en bois dans la pâle lumière de l'après-midi et a laissé l'information s'installer. L'avocat le plus proche, déjà possédé, 6 semaines auparavant, avant que Cole n'ait déposé un seul document, avant que Ruth n'arrive au Texas, avant que tout cela n'ait commencé à bouger. Stitch avait bloqué la sortie avant qu'ils ne sachent qu'ils en avaient besoin. Il y a un autre avocat, dit Cole à Abilene. 3 jours de route. 3 jours, dit Roth. Elle a fait le calcul sans le dire à voix haute. Les semaines qui restaient, le terrain que Stitch était déjà en train de préparer. 3 jours pour y aller, 3 jours pour revenir. Allez-y, dit-elle. Cole l'a regardé. Vous serez seul ici. Je ne serai pas seul. Elle a croisé son regard. Grace est là. J'ai une réunion ce soir avec Henry Holt et Ed Marsh. J'ai des documents que Stitch ne sait pas, que j'ai lus, et des gens dans cette ville qui sont plus en colère qu'ils n'en ont l'air. Elle a tenu son regard.
Allez à Abilene, Cole. Trouvez l'avocat. Je tiendrai ce que nous avons jusqu'à votre retour. Il l'a regardé comme il l'avait regardé cette première nuit de l'autre côté de la table de la cuisine, avec cette confiance prudente et sans fioriture. Le genre qui n'a pas d'ornementation parce qu'il n'en a pas besoin. 6 jours, dit-il. Peut-être 5 si la route tient. Alors chevauchez comme si c'était important, dit-elle. Parce que ça l'est. Il a tenu son regard un instant de plus. Puis il a remis sa botte dans l'étrier, est monté et a fait tourner le cheval. Elle l'a regardé repartir sur la route qu'il venait d'emprunter jusqu'à ce que la poussière l'avale et que le bruit des sabots s'estompe et que la rue redevienne juste une rue. Puis elle s'est retournée et a marché vers la pension de Grace pour se préparer pour la réunion. Henry Holt était un grand homme qui se déplaçait comme quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'excuser de prendre de la place. Il est entré par la porte arrière de Grace ce soir-là, avec son chapeau dans les 2 mains, le tournant lentement par le bord. Et il s'est assis à la table avec la posture prudente d'un homme qui n'était pas sûr d'être censé être là. Sa femme Clara est entrée derrière lui, et derrière elle, Ed Marsh, nerveux et buriné, avec les yeux plissés en permanence d'un homme qui a passé des décennies à observer les chevaux et les gens avec une égale suspicion. Grace a fermé la porte arrière et l'a verrouillée. Ruth a étalé les documents du comité de l'eau sur la table et a regardé Henry. « Votre nom est sur 3 de ces dépôts, dit-elle, en tant que membre consentant du comité. » La mâchoire d'Henry s'est crispée. « Je n'ai jamais consenti à quoi que ce soit. Stitch apporte des papiers aux réunions et nous dit ce qu'ils disent. Nous signons là où ils pointent. Les avez-vous lus avant de signer? » La question a atterri doucement, mais Henry a entendu le poids qu'elle contenait. Son cou est devenu rouge. « Je ne suis pas... Le langage dans ces choses n'est pas... » Il s'est arrêté et recommencé. « Non, dit-il, je ne les ai pas lus. Pas correctement. Je sais, dit Ruth. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix. Elle avait appris en 2 ans de lutte contre les avocats d'une compagnie minière que la honte n'était pas utile. La honte rendait les hommes sur la défensive. Elle avait besoin d'Henry Holt lucide. Le langage est conçu pour être illisible. Ce n'est pas un accident. C'est le but. Elle a tiré le premier document vers elle et l'a tourné pour qu'il puisse voir. Ce dépôt, qui porte votre signature, a redirigé les droits de servitude du ruisseau sur la limite sud de Redstone Crossing. Sur le papier, cela ressemble à un accord d'entretien de routine. En effet juridique, il a transféré l'accès à l'eau de 5 propriétaires terriens distincts à une seule société de holding. Elle a montré le nom de la société dans le paragraphe du bas. Cette société de holding est enregistrée à Austin. J'ai passé 2 heures aujourd'hui à examiner chaque document que Cole avait dans ce coffre. Le nom de cette société apparaît dans 4 d'entre eux. Elle a levé les yeux vers Henry. Harold Stitch en est le propriétaire. La pièce était très silencieuse. Henry a fixé la page. Il a lu le paragraphe qu'elle montrait. L'a relu. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée une fois sans faire de bruit. Il a utilisé ma signature, dit finalement Henry. Sa voix était devenue plate et étrange. La voix d'un homme s'entendant dire quelque chose qu'il ne comprenait que maintenant comme étant vrai. Il a utilisé votre signature pour faire croire que le comité de l'eau avait approuvé un transfert qui le bénéficiait personnellement, dit Ruth. Ce qui signifie que si quelqu'un l'avait jamais contesté, la responsabilité serait retombée sur les membres du comité qui ont signé, pas sur lui. Ed Marsh s'est penché en avant de son bout de table. Il était resté silencieux depuis qu'il s'était assis, observant Ruth avec la même évaluation prudente qu'il donnait probablement aux chevaux dont il n'était pas encore sûr. C'est ce qu'il m'a fait. Il a dit que le contrat de fourniture avait ma signature sur une page de modification que je n'ai pas écrite et que je n'ai pas approuvée. Quand l'accord avec le chemin de fer est tombé à l'eau, quand il l'a donné à son propre homme, je n'avais rien sur quoi m'appuyer. Parce que sur le papier, il semblait que j'avais accepté la modification. « Avez-vous gardé l'original » dit Ruth. « Chaque page dans une boîte sous mon lit depuis 3 ans. » La voix d'Ed était sèche. Ma femme pense que je suis sentimental. Je lui ai dit que je n'aime tout simplement pas jeter des choses. Pouvez-vous la voir ce soir? Je peux la voir en 20 minutes. Ruth l'a regardé. Allez le chercher. Ed était sorti avant qu'elle ait fini la phrase. Grace s'est dirigée vers le poêle et a versé du café dans des tasses sans qu'on le lui demande. Les posant autour de la table avec l'efficacité silencieuse d'une femme qui a déjà accueilli des conversations difficiles et qui comprend que la chaleur est une forme de stabilité.
Henry Holt regardait toujours le document du comité de l'eau. Il l'avait maintenant pris et le tenait à deux mains, lisant lentement, ses lèvres bougeant légèrement, comme les lèvres d'un homme faisant un calcul difficile. Clara était assise à côté de lui, la main sur son avant-bras, sans parler, juste là. Il fait ça depuis 10 ans, dit Henry. Ce n'était pas une question. Autant que je puisse en juger, dit Ruth. Le plus ancien document que j'ai trouvé date de 1869, de petites choses au début. Un litige de frontières par-ci, un dépôt fiscal par-là. Il apprenait comment le comté fonctionnait, apprenait où étaient les failles. Elle a entouré sa tasse de café de ses mains. Au moment où il a conclu son accord avec Pacific Crown, il s'y préparait depuis des années. L'accord avec le chemin de fer et le toit. Tout le reste, les accaparements de terre, les droits sur l'eau, les contrats frauduleux, tout cela est la fondation dont il avait besoin pour mettre ce toit en place. Et la terre de Cole, dit Clara, la terre de Cole est la dernière pièce. La route dont Pacific Crown a besoin passe directement par ces 40 acres à l'est. Sans cela, ils doivent dévier, ce qui leur coûte du temps et de l'argent et probablement le contrat avec le gouvernement du comté. Stitch leur a promis un chemin dégagé. Il essaie de faire partir Cole de cette terre depuis 1 an. Ruth a posé sa tasse. Il n'y est pas encore parvenu. Henry a levé les yeux du document. Que se passe-t-il si nous allons voir Alton avec ça? Rien d'utile, dit Grace depuis le poêle. Alton le classera et dira à Harold que c'est réglé. Pas Alton, dit Ruth. Un avocat à Abilene. Cole est parti le chercher aujourd'hui. Si nous pouvons mettre ces documents devant quelqu'un ayant qualité pour déposer une injonction auprès du tribunal du comté à Locke, pas par Alton, pas par l'homme de Stitch au bureau de l'évaluateur, directement à Locke, alors un juge qui ne doit rien à Harold Stitch devra tout examiner. Elle a regardé autour de la table. C'est ce que nous construisons. Mais j'ai besoin de tout ce que vous avez. Chaque document avec vos noms dessus que vous n'avez pas autorisé. Chaque dépôt qui n'a pas de licence. Chaque promesse que Stitch a faite par écrit et qu'il n'a pas tenue. Elle a fait une pause. Parce que quand cet avocat arrivera, plus il y aura de gens derrière ça, plus il sera difficile pour Stitch de faire passer ça pour un grief personnel d'une femme qui s'est fait arnaquer pour un poste d'enseignante. Henry a posé le document. Il a regardé Clara. Quelque chose est passé entre eux. La négociation rapide et sans parole d'un long mariage. 2 personnes décidant de quelque chose en l'espace d'un regard. J'ai 4 ans de procès-verbaux du comité, dit-il. Je les ramène à la maison après chaque réunion. Je les ai écrits moi-même, donc je sais ce qui a été réellement dit par rapport à ce que Stitch a déposé auprès du comté. Il a fait une pause, ils ne correspondent pas. Ruth a senti quelque chose se détendre dans sa poitrine. Henry, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Ed est revenu avec sa boîte. Il l'a posée sur la table et a soulevé le couvercle. Et Ruth a passé les 2 heures suivantes à cette tasse dans l'arrière-salle de Grace. Avec la lampe brûlant faiblement, et 3 résidents de Redstone Crossing la regardant travailler sur des documents qui racontaient l'histoire du vol méthodique, patient et décennal d'un homme sur une communauté entière. Elle n'a pas tout trouvé cette nuit-là, mais elle a trouvé assez. Le lendemain matin, Stitch a fait son coup. Ruth traversait la rue principale en direction du magasin général. Elle avait besoin de papier. Sa réserve de feuilles blanches était presque épuisée quand elle a vu le petit groupe rassemblé près du panneau d'affichage devant le bureau du shérif. 4 personnes, puis 6, puis d'autres, se joignant depuis le trottoir. Elle ne pouvait pas entendre ce qui était lu, mais elle pouvait voir la qualité de l'attention, le groupe serré de corps, la façon dont les têtes se tournaient les unes vers les autres lorsque les gens finissaient de lire. Elle a changé de direction et s'est dirigée vers eux. L'avis était imprimé sur du papier à en-tête officielle du comté. Il était bref et formel et déclarait, dans le langage prudent et sans âme qu'elle avait appris à associer à la méthode de fonctionnement préférée de Harold Stitch, qu'une plainte avait été déposée auprès du bureau du shérif du comté concernant une certaine Madame Ruth Calloway, anciennement de Saint Louis, Missouri, résidente actuellement sans domicile établi à Redstone Crossing, Texas, concernant des allégations de fraude et de fausses déclarations en lien avec ses qualifications éducatives et ses références professionnelles. L'affaire était en cours d'examen. Il était conseillé aux citoyens de faire preuve de la prudence appropriée. Ruth l'a lu 2 fois. Son visage n'a pas changé. Elle était consciente des gens autour d'elle qui le lisaient, consciente des regards de côté,
du silence particulier qui se forme lorsqu'une foule décide de quelque chose à propos d'une personne se tenant devant elle. Elle s'était tenue dans ce silence auparavant, dans le Missouri, hors de la réunion publique de la compagnie minière, lorsque le contremaître s'était levé et avait suggéré que l'accident de Daniel Calloway avait été causé par sa propre négligence. Elle s'était tenue dans ce silence et elle n'avait pas craqué alors, et elle n'a pas craqué maintenant. Elle a tendu la main et a arraché la vie du panneau, l'a plié, l'a mis dans son sac. Madame, une voix d'homme derrière elle. Elle s'est retournée. C'était le jeune shérif adjoint, celui qui était entré dans la pension de Grace avec Burl Decker. De près, il était plus jeune qu'elle ne l'avait pensé. 20, peut-être 22 ans tout au plus. Son visage portait le malaise d'une personne à qui on demande de faire quelque chose qui ne lui convient pas. Le shérif dit que vous ne pouvez pas enlever ça. Le shérif peut déposer une plainte auprès du tribunal du comté à Levick, dit Ruth agréablement. Ôtez le lieu approprié pour les affaires officielles du comté. Ce panneau est pour les avis communautaires. Elle le regarda fixement. Votre nom est-il sur cet avis, shérif adjoint? Non, madame. Alors je ne crois pas que cela vous concerne directement. Elle l'a regardé un moment de plus. Il était jeune. Il avait un insigne de shérif adjoint et les ordres de quelqu'un d'autre et le visage inconfortable d'une personne qui a rejoint quelque chose quand cela semblait d'une certaine manière et ne voit que maintenant ce que c'est réellement. Comment vous appelez-vous? Il a cligné des yeux. Tom Reeves. Tom, depuis combien de temps êtes-vous shérif adjoint? Oui, moi, madame. Le shérif Alton vous a-t-il dit ce qu'il y avait sur cet avis avant de vous demander de surveiller le panneau? Une pause. Assez longue pour répondre à la question sans mots. Il a juste dit de s'assurer qu'il reste en place. Ruth l'a regardé. Tom, je suis une enseignante du Missouri. J'ai mon certificat d'enseignement, mes lettres de recommandation de 2 comités scolaires et 6 ans de dossier d'emploi dans mon sac en ce moment même. Toutes les qualifications sur cet avis ont été falsifiées. Elle a tenu son regard. Quand un avocat d'Abilene arrivera dans cette ville dans les prochains jours avec des papiers pour le tribunal du comté, tout ce que Harold Stitch a déposé par l'intermédiaire de ce bureau de shérif va être examiné par un juge qui ne travaille pas pour lui. Je réfléchirai attentivement, si j'étais vous, de quel côté de cet examen vous voulez vous trouver. Tom Reeves la fixa. Sa main, qui reposait près de sa ceinture dans la posture réflexe de l'autorité, est tombée le long de son corps. Ruth a hoché la tête une fois et s'est éloignée. Clara Holt attendait au coin de la rue. Elle avait vu la vie. Son visage était rouge et tendu. « Il a mis votre nom sur un panneau du comté, » dit Clara. Sa voix était basse et chaude, de la colère spécifique d'une femme qui est passée de la suspicion à la certitude. Il a utilisé du papier officiel pour vous traiter de fraudeuse en public. C'est ce qu'il a fait. Ruth a continué à marcher. Clara s'est mise à son pas. Henry est resté debout jusqu'à minuit à examiner ses procès-verbaux du comité, dit Clara. Il a trouvé 7 réunions où ce que Stitch a déposé auprès du comté ne correspond pas à ce que Henry a noté. Elle a fait une pause. Henry n'a jamais été un homme à chercher les ennuis. 30 ans dans cette ville, il a gardé la tête basse et a fait son travail. Mais il s'est assis à notre table de cuisine la nuit dernière et a dit quelque chose que je ne l'ai pas entendu dire en 30 ans de mariage. Elle a jeté un coup d'œil à Ruth. Il a dit qu'il était en colère. « Bien, » dit Ruth. « J'ai besoin de lui en colère. Les hommes en colère avec des documents sont utiles. Les hommes en colère sans sont juste bruyants. Il a les documents. Alors il doit être quelque part en sécurité avec, pas à la maison. Stitch sait où Henry vit. » Clara s'est arrêtée de marcher. Ruth s'est arrêtée avec elle. Elles se tenaient sur le trottoir en bois, face à face. Et Clara Holt l'a regardée avec une expression qui avait parcouru un long chemin depuis la femme suspicieuse et prudente qu'il avait approchée il y a 2 jours avec un avertissement déguisé en commérage. « Vous pouvez me faire confiance, » dit Clara. Ce n'était pas une demande de confirmation. C'était une déclaration faite simplement, de la manière dont les femmes simples font des déclarations simples. Je sais que je vous ai abordé de travers le premier jour. Je répétais ce qu'on m'avait dit, et j'aurais dû poser de meilleures questions avant d'ouvrir la bouche. Je vous le dis maintenant, vous pouvez me faire confiance. Ruth l'a regardé. Elle a pensé à la confiance, au temps qu'il fallait pour la construire, et à la rapidité avec laquelle elle était détruite, et comment parfois, au milieu d'une crise, elle devait être accordée sans le temps habituel pour la mériter.
Elle a pensé à Cole chevauchant vers Abilene sur une route qu'elle ne pouvait pas voir, lui faisant confiance pour tenir ce qu'ils avaient construit. Elle a pensé à Grace, qui avait caché des choses à la Harold Stitch pendant 8 ans et savait exactement où il ne regardait pas. Amenez Henry et ses documents chez Grace ce soir, dit Ruth, et n'utilisez pas la porte d'entrée. L'après-midi a apporté 2 choses que Ruth n'avait pas prévues. La première était une visite du Reverend Moore. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle l'avait construit dans son esprit à partir de la description de Clara. Un homme dans lequel Stitch chuchotait. Un homme qui transmettait le chuchotement en quelque chose de plus délibérément corrompu. L'homme qui a frappé à la porte d'entrée de Grace était mince, gris et véritablement mal à l'aise. Portant sa Bible comme les hommes portent des choses qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir encore le droit de porter. Madame Calloway, il a enlevé son chapeau. Je veux vous parler si vous le permettez. Grace s'est reculée de la porte. Ruth a hoché la tête. Il s'est assis en face d'elle à la table et il n'a pas ouvert la Bible. Il l'a posée à côté de lui, a croisé les mains et l'a regardée avec les yeux d'un homme faisant le calcul de sa propre conscience. Ce que Harold Stitch m'a dit sur vous, dit-il. Je l'ai répété depuis la chair. Il s'est arrêté. C'était mal. Je ne l'ai pas vérifié. Je ne vous ai pas demandé. Un homme en qui j'ai confiance dans cette communauté depuis de nombreuses années me l'a dit, et je l'ai transmis sans poser de questions. Il a fait une nouvelle pause. Le silence dans la pièce n'était pas vide. Il avait la texture de quelque chose de difficile dit avec vérité, ce qui est un autre type de silence que le genre performé. Je suis désolé, Madame Calloway. Ruth l'a regardé. Elle a pensé à ce que Grace lui avait dit sur les fils minces et sur quoi les bonnes choses tenaient. Elle a pensé à Redstone Crossing et aux 10 ans de travail d'Harold Stitch, et au fait qu'elle avait besoin que cette ville voie clair avant l'arrivée de l'avocat, et qu'un prédicateur qui avait été utilisé comme un outil et qui était maintenant assis devant elle avec un remords sincère était aussi potentiellement une ressource. Reverend Moore, dit-elle, j'accepte vos excuses et je veux vous demander quelque chose. Il l'a regardé. Demandé. Le service du dimanche, me donneriez-vous 5 minutes pour parler? Ses sourcils ont bougé. À propos de quoi? De l'éducation, dit Ruth. De ce qu'une véritable école signifierait pour cette ville. Des enfants de Redstone Crossing qui n'en ont pas. Elle a tenu son regard. Pas à propos d'Harold Stitch. Pas à propos de tout ça. Juste à propos de ce que je suis réellement venu faire ici. Il est resté silencieux un long moment. Puis 5 minutes, dit-il, après le dernier cantique. Il est parti avec sa Bible, son chapeau et son malaise. Et Grace est sortie de la cuisine où elle avait écouté et a regardé Ruth avec une expression qui était aussi proche de l'admiration que le visage de Grace Odom pouvait apparemment l'être. C'était bien joué, dit-elle. Ce n'est pas suffisant en soi, dit Ruth. Mais c'est une porte. La deuxième chose qu'elle n'avait pas prévue est arrivée au crépuscule et ce n'était pas bon. Ed Marsh est apparu à la porte arrière de Grace et le regard sur son visage a arrêté Ruth avant qu'elle ne puisse dire un mot. L'homme de Stitch était à mon écurie cet après-midi, dit Ed. Il est entré et Grace a fermé la porte derrière lui. Burl Decker est entré avec 2 hommes que je n'ai jamais vus. Il a dit qu'ils étaient là pour un acte de vente d'il y a 2 ans. Il a dit qu'il y avait une question sur la propriété de 2 chevaux que j'ai vendus à un éleveur à Clarendon. Il a posé son chapeau sur la table. Les chevaux étaient à moi. J'ai les papiers, mais Decker avait aussi des papiers et les siens disaient autre chose. Ruth a senti le froid la traverser avant de comprendre pourquoi. Il a fabriqué un litige sur le champ avec des papiers qui semblaient officiels. La voix d'Ed était tendue et contrôlée. La voix d'un homme plus en colère qu'il ne le laissait paraître. Il a dit que si je ne pouvais pas le résoudre d'ici la fin de la semaine, le comté saisirait mon bétail en attendant l'enquête. Votre entreprise de location de chevaux, dit Ruth, tout ce que j'ai. Ed l'a regardé. Ruth, s'il ferme mon écurie, même pour 2 semaines, je perds des contrats. Je ne peux pas les récupérer. Les gens d'ici ne peuvent pas attendre. Ils iront à la ville voisine. Ruth est restée silencieuse un moment. La forme de la chose était claire pour elle maintenant. Stitch n'essayait pas de les combattre tous en même temps. Il les éliminait un par un. L'écurie d'Ed, la réputation de Henry au comité de l'eau, sa crédibilité à travers la vie du comté. Chacun une pression distincte, chacun conçu pour que la cible se sente isolée et menacée individuellement plutôt que faisant partie d'une attaque coordonnée. C'était intelligent. Elle devait lui reconnaître ça. C'était très intelligent. Ed, dit-elle,
Les papiers que Decker a apportés, les avez-vous regardés attentivement? Un coup d'œil rapide, assez pour voir qu'ils avaient un sceau du comté. Un vrai ou un imprimé. Ed s'est arrêté. Il n'y avait pas pensé. Je ne, je ne pourrais pas le dire avec certitude. Ruth a pris son sac. Emmenez-moi à votre écurie. Maintenant, avant qu'il ne fasse nuit, avant qu'il n'envoie quelqu'un d'autre. Ils ont traversé les ruelles. Ruth, Ed et Grace. Grace était venue sans qu'on le lui demande, enfilant son manteau le temps que Ruth atteigne la porte. Ed les a conduits à travers l'écurie jusqu'au petit bureau dans le coin arrière où il gardait ses archives. Il a sorti les documents que Decker avait laissés, les a étalés sur l'établi sous la lampe qu'Ed a allumée avec une allumette de sa poche de gilet. Ruth a regardé le sceau du comté pendant 30 secondes, puis elle a regardé Ed. Ce sceau est du comté de Hale, dit-elle. Redstone Crossing est dans le comté de Garza. Le comté de Hale n'a aucune juridiction sur une transaction qui a eu lieu ici. Elle a posé le papier. Ce document n'a aucune valeur légale. Decker ne le savait pas, ou il a supposé que vous ne le sauriez pas. Ed la fixa. Puis il a regardé Grace. Puis il a de nouveau regardé Ruth. Il m'a bluffé, dit-il. Il vous a bluffé, dit Ruth. Et ça a presque marché, ce qui signifie qu'il est à court de vrais outils et commence à en utiliser de faux. Elle le regarda fixement. Gardez ce document, notez la date d'aujourd'hui et exactement ce que Decker vous a dit. Chaque mot dont vous vous souvenez. C'est une preuve d'intimidation avec des documents frauduleux et ça va dans le dossier que nous constituons pour l'avocat d'Abilene. Ed a hoché la tête lentement, quelque chose s'installant sur son visage. Le soulagement d'un homme à qui on a dit que son combat n'est pas aussi impossible qu'il le paraissait il y a 20 minutes. Ils sont retournés chez Grace dans le noir et Ruth est restée silencieuse tout le long, pensant à la forme de ce que Stitch faisait et à la forme de ce qu'elle devait faire en réponse. Et au moment où ils ont atteint la porte arrière, elle était arrivée à quelque chose. Il manquait de temps, elle avait pensé que c'était elle qui manquait de temps. 8 semaines, 7, 6. Mais la date limite de Stitch avec Pacific Crown le pressait tout autant. Chaque jour où elle restait à Redstone Crossing avec ses documents, ses connaissances et sa constellation croissante de personnes qui avaient leur propre raison de douter de lui était un jour de plus vers l'arrivée d'un avocat ayant qualité pour agir. Il ne pouvait pas l'attendre. Il devait agir, ce qui signifiait que la prochaine chose qu'il ferait serait plus grande qu'un avis de comté et un sceau de mauvaise juridiction. Elle avait besoin que Cole revienne avant que cela n'arrive. À l'intérieur, Grace a allumé la lampe et Ruth s'est assise à la table, a pris sa plume et a commencé à écrire la chronologie complète de tout ce qu'elle avait trouvé. Dates, numéros de documents, noms, montants, dans le langage le plus propre et le plus précis qu'elle pouvait produire. Le genre de langage qu'un juge lirait et comprendrait sans avoir besoin d'une traduction. Elle a écrit pendant 2 heures sans s'arrêter. Et quand elle a finalement posé la plume, sa main lui faisait mal et la lampe brûlait faiblement. Grace s'était endormie sur la chaise près du poêle, le menton sur la poitrine, respirant lentement et régulièrement. Ed était rentré chez lui il y a 1 heure. La pension était silencieuse autour de Ruth, le silence particulier d'un bâtiment au repos, tandis que la personne à l'intérieur ne l'est pas. Elle a regardé ce qu'elle avait écrit. 12 pages, chaque élément documenté, attribué, référencé. Une carte de 10 ans de malhonnêteté prudente et délibérée, dessinée à l'encre sur du papier, de l'écriture d'une femme, dans l'arrière-salle d'une pension dans une ville du Texas que Harold Stitch croyait posséder. Elle a pensé à Cole sur la route d'Abilene. Elle a pensé à l'avocat au bout de cette route, qui qu'il soit, et à l'injonction qu'il rapporterait. Elle a pensé à Daniel, à la façon dont il était descendu dans la mine un mardi matin de manière ordinaire, ne sachant rien des 2 années de lutte qui ont suivi. Les 40 $, le visage du contremaître quand elle est arrivée à son bureau avec des documents et a refusé de partir. Elle n'avait pas gagné ce combat. Elle avait pris les 40 $, était venue au Texas sur une fausse promesse et s'était retrouvée dans une situation pire que celle qu'elle avait quittée. Mais elle était toujours là. Elle lisait toujours. Elle écrivait toujours des choses dans un langage qui ne pouvait être contesté. Et les habitants de Redstone Crossing commençaient lentement, inégalement et avec la réticence particulière des gens qui ont cru une histoire pendant longtemps et en voir une autre. Elle a rebouché la bouteille d'encre,
a empilé les pages et les a mises dans son sac avec tout le reste. Demain, c'était dimanche. Elle avait 5 minutes après le dernier cantique. Elle avait l'intention d'utiliser chaque seconde. Le dimanche matin est arrivé froid et clair, le genre de matin qui fait du Texas une promesse tenue. Ruth s'est habillée avec soin. Sa meilleure robe, la laine bleue foncée qu'elle avait emballée dans le Missouri, croyant qu'elle la porterait pour rencontrer les parents lors d'une journée portes ouvertes à l'école. Repassée et boutonnée jusqu'au cou. Ses cheveux bien attachés en arrière. Les bottes de Grace, qui lui allaient assez bien. Elle s'est tenue devant le petit miroir de l'arrière-salle et s'est regardée un moment. Pas avec vanité, mais avec l'évaluation pratique d'une femme se préparant à quelque chose qui exigeait qu'elle ressemble exactement à ce qu'elle était. Une enseignante, une veuve, une personne qui avait parcouru un long chemin et n'allait nulle part. Grace est venue à l'embrasure de la porte. « Tu es prête? »« Oui, dit Ruth. » Elle a pris son sac avec les 12 pages à l'intérieur et est sortie. L'église était pleine, plus pleine que Ruth ne s'y attendait. Elle apprendrait plus tard de Clara que la nouvelle s'était répandue dans la ville la veille au soir. De la manière dont la nouvelle se répand dans les petits endroits, par chuchotement, implication et l'instinct humain particulier pour une scène. Les gens savaient que quelque chose allait se passer. Ils ne savaient pas quoi. Ils sont venus pour le découvrir. Harold Stitch était au 3e rang. Il était assis avec son chapeau sur les genoux et son visage composé dans l'expression d'un homme assistant à un service de routine. Ce qui a dit à Ruth tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la façon dont il avait été informé. Il savait qu'elle allait parler. Quelqu'un le lui avait dit. Il avait décidé d'être présent, ce qui était soit de la confiance, soit une erreur de calcul, et elle était sur le point de découvrir laquelle. Elle et Grace ont pris place près de l'arrière. Clara et Henry Holt étaient 3 rangs devant. Ed Marsh était assis contre le mur du fond, les bras croisés, observant la pièce avec ses yeux de cavalier plissés. Tom Reeves, le jeune shérif adjoint, était assis seul près de la porte latérale, tournant son chapeau dans ses mains. Le révérend Moore a prêché sur l'honnêteté. Ruth ne pouvait pas dire si c'était délibéré ou accidentel et a décidé que cela n'avait pas d'importance. Quand le dernier cantique a été chanté, les 4 couplets, les voix de la congrégation montant et descendant, avec la beauté incertaine des gens qui chantent parce qu'ils y croient, il s'est reculé de la chaire et a regardé vers l'arrière de la pièce. « Madame Calloway, dit-il, vous avez la parole. » Le bruissement s'est arrêté. Ruth s'est levée, elle a descendu l'allée centrale, le dos droit et son sac à son côté, et elle s'est tenue à l'avant de la pièce et a regardé les visages qui la regardaient. 40 personnes, 50 enfants au premier rang, leurs petits visages tournés vers le haut, avec l'attention simple des gens qui n'ont pas encore appris à regarder de travers les étrangers. Elle n'a pas regardé Stitch. « Je suis venue à Redstone Crossing pour enseigner, dit-elle. » Sa voix était égale et claire, la voix qu'elle avait utilisée pendant 6 ans dans les salles de classe du Missouri. Une voix entraînée pour atteindre le fond d'une pièce sans effort. J'ai un certificat d'enseignement du Conseil de l'éducation de l'État du Missouri, des lettres de recommandation de 2 comités scolaires et 6 ans de dossier d'emploi. Je suis venu ici de bonne foi avec un contrat signé. Elle a fait une pause. Il n'y a pas d'école. Il n'y en a jamais eu. J'ai été trompée, ainsi qu'au moins 2 autres femmes avant moi. La pièce était très silencieuse. Je ne suis pas ici ce matin pour discuter de ça, a-t-elle continué. Je suis ici parce que j'ai passé la semaine dernière dans cette ville et j'ai rencontré ses habitants. Et ce que j'ai trouvé, c'est que Redstone Crossing est plein d'enfants qui ont besoin d'une école, de parents qui en veulent une, et d'une communauté qui mérite mieux que ce que lui ont donné les gens en qui elle avait confiance pour la diriger. Elle a regardé à travers les rangées de visages. Je suis une enseignante. C'est ce que je sais faire. Et si cette ville veut de moi, j'aimerais le faire. Un son a traversé la congrégation. Pas tout à fait un murmure, pas tout à fait un silence. Le son d'une pièce respirant différemment. Puis Harold Stitch s'est levé. Il l'a fait en douceur, sans se presser, comme un homme se lève quand il a l'habitude d'être la plus grande chose dans une pièce. Il s'est tourné pour faire face à la congrégation plutôt qu'à Ruth, ce qui était délibéré. Il ne s'adressait pas à elle. Il s'adressait à eux, ce qui lui a dit qu'il avait décidé que c'était toujours une situation qu'il contrôlait. « Ami, dit-il. » Sa voix était chaude et mesurée, la voix d'un homme en qui on avait confiance depuis 10 ans. «
Je pense que nous apprécions tous la passion de Madame Calloway. Cela parle en sa faveur. Il a fait une pause, laissant la condescendance flotter dans l'air sans la nommer. Cependant, je dois être franc avec vous, comme je l'ai toujours été avec cette communauté. Il y a des questions sur le passé de cette femme qui n'ont pas été résolues. Des questions que j'ai estimées de mon devoir de porter à l'attention du shérif Alton. Il a regardé autour de la pièce. Tant que ces questions ne seront pas résolues, je conseillerais la prudence. Il s'est rassis. La pièce attendait. Ruth l'a regardé pour la première fois depuis qu'elle était venue à l'avant. Elle l'a regardé pendant 3 secondes complètes, assez longtemps pour que cela soit enregistré. Puis elle a plongé la main dans son sac et a sorti les 12 pages qu'elle avait écrites la nuit précédente, pliées et ordonnées, et les a posées sur la chaire à côté d'elle. « Monsieur Stitch, dit-elle, j'aimerais vous poser une question devant ces gens, et j'aimerais une réponse honnête. » L'expression de Stitch n'a pas changé. « Je vous en prie. » Le comité scolaire de Redstone Crossing qui m'a offert ce poste. Pouvez-vous nous donner les noms des autres membres du comité? Un temps de silence. Le comité a été dissous. Les noms, dit Ruth, des membres, n'importe lequel d'entre eux. Un autre temps, plus long. Ces choses sont des archives du comté. C'est vrai, dit Ruth, et j'ai regardé les archives du comté. Il n'y a aucun membre du comité enregistré. Il n'y a aucune trace d'un comité ayant été formé, dissous ou s'étant jamais réuni. Il n'y avait aucune trace d'un permis de construire d'école ayant été demandé, approuvé ou refusé. Elle a tenu son regard à travers la pièce. Il y a cependant une trace de 38 $ virés sur mon compte à Saint-Louis depuis un compte professionnel enregistré à Austin, Texas, sous le nom de Redstone Educational Development Trust. Elle a fait une pause. Pouvez-vous nous dire qui possède ce trust, Monsieur Stitch? Le silence qui a suivi avait une qualité différente de tous les silences qui l'avaient précédé. Ce n'était pas le silence d'une pièce qui attend. C'était le silence d'une pièce qui comprend. Stitch a ouvert la bouche. Ce n'est pas l'endroit approprié. Le trust est enregistré au nom d'une société de holding, dit Ruth. La même société de holding qui apparaît dans les dépôts du comité de l'eau du comté d'août de cette année. La même société de holding qui a reçu les droits de servitude du ruisseau transférés dans un document signé par 3 membres de cette communauté à qui on a dit que c'était un accord d'entretien. Elle a regardé Henry Holt. Henry regardait le sol. Puis il a levé les yeux et sa mâchoire était serrée. « C'est vrai, dit Henry. Sa voix est sortie rauque, mais elle est sortie. J'ai signé ce papier. Je n'ai pas compris ce que je signais. Je le comprends maintenant. » Stitch s'est tourné vers Henry. « Henry, j'ai les procès-verbaux du comité, dit Henry. 4 ans d'entre eux, écrits de ma propre main à chaque réunion. Ils ne correspondent pas à ce que vous avez déposé auprès du comté Harold. Pas une seule fois, pas une seule fois. La pièce a de nouveau bougé. Pas le son incertain d'avant. Quelque chose de plus vif. Une inspiration collective. Le son de gens qui révisent. Ed Marsh a décroisé les bras et s'est levé de sa chaise contre le mur. Il a envoyé Burl Decker à mon écurie il y a 2 jours avec des papiers prétendant un litige sur des chevaux que j'ai vendus honnêtement il y a 2 ans. Des papiers avec un sceau du comté de Hale. Il a fait une pause. Nous sommes dans le comté de Garza. Le comté de Hale n'a aucune autorité ici. C'était une fausse menace et j'aurais perdu mon entreprise si je ne l'avais pas découvert à temps. Stitch s'est de nouveau levé. Son sang-froid était toujours en place, mais quelque chose en dessous avait changé. La légère rigidité d'un homme appliquant un effort à quelque chose qui n'en avait auparavant nécessité aucun. Je ne sais pas ce que vous pensez faire, mais ce n'est pas un « Monsieur Stitch ». La voix venait de la porte latérale. Tout le monde s'est retourné. Cole Hargrove se tenait dans l'embrasure de la porte ouverte, son chapeau à la main, de la poussière de route sur son manteau, et un homme à côté de lui qui n'était ni jeune ni vieux, avec une maillette en cuir usée sous le bras, et l'expression sans hâte de quelqu'un qui est entré au milieu de nombreuses situations et a appris à ne pas montrer ce qu'il en pense. Les yeux de Cole ont immédiatement trouvé Ruth. Elle a croisé son regard à travers la pièce, et quelque chose est saucé entre eux. Pas un mot, pas tout à fait un signal, juste la reconnaissance particulière de 2 personnes qui ont travaillé vers le même point depuis des directions différentes et y sont arrivées en même temps. « James Whitfield », dit l'homme à côté de Cole. Il s'est adressé à la salle en général, puis a fixé son attention sur Harold Stitch. « Avocat, Abilene.
J'ai une injonction du tribunal de circuit du comté de Garza à Levick, signée par le juge Albert Crane vendredi après-midi. Elle gèle tous les transferts et évaluations de propriété du comté en attendant l'examen des preuves soumises par M. Cole Hargrove concernant des activités d'acquisition de terres frauduleuses à Redstone Crossing. Il a posé sa mallette sur le banc le plus proche et l'a ouverte. Monsieur Stitch, vous êtes nommé dans cette injonction par votre nom et par votre société de holding enregistrée. Il a levé les yeux. J'ai aussi une plainte pour fraude postale fédérale déposée auprès du bureau du U.S. Marshal à Austin concernant l'utilisation de la correspondance postale pour escroquer des individus de salaire anticipés par de faux contrats d'emploi. Il a dit tout cela d'un ton égal et sans hâte, comme un homme lisant une liste de courses. L'effet dans la pièce était tout le contraire de sans hâte. Stitch était devenu très immobile. Burl Decker n'était pas dans l'église. Il ne venait jamais au service du dimanche. Grace le lui avait dit une fois. Un homme comme Decker n'avait pas la patience pour ça. Mais Stitch se tenait seul dans son banc, dans l'église de la communauté qu'il avait construite, gérée et utilisée, entouré des visages de gens qui le regardaient avec des expressions qui changeaient à chaque seconde. Et Ruth l'a regardé comprendre ce qu'elle avait compris 3 jours auparavant, quand elle se tenait sur le trottoir et regardait Cole s'éloigner vers Abilene. Il n'avait plus de temps. Le shérif Alton est apparu dans l'embrasure de la porte derrière Cole et Whitfield, avec le regard d'un homme qui avait reçu des informations qui réorganisaient ses priorités à une vitesse significative. Il a regardé Stitch et regardé l'avocat, a regardé l'injonction dans la main de Whitfield. Son visage a fait plusieurs calculs en succession rapide. « Harold, dit Alton, le prénom sans le titre. Je vais avoir besoin que vous veniez avec moi. » Stitch l'a regardé un instant, une seconde sans garde. Le sang-froid a glissé et en dessous, il n'y avait pas de colère, ni de peur exactement, mais quelque chose de plus vieux et de plus froid. Le regard d'un homme qui a opéré si longtemps sans conséquence que la conséquence elle-même semble être un dysfonctionnement plutôt qu'un résultat. Puis le sang-froid est revenu. « Je vais devoir parler à mon avocat. »« Votre avocat, dit Whitfield agréablement, est M. Garrett Love, qui a été informé ce matin que son accord de provision avec vous constitue un conflit d'intérêts selon les termes de l'association du barreau du comté. Il s'est récusé. Il a fermé sa maillette avec un claquement silencieux. Vous êtes libre de trouver une autre représentation. En attendant, l'injonction était maintenue. Stitch est sorti de l'église entre Alton et la porte latérale. Il n'a pas regardé Ruth en passant. Elle ne s'est pas reculée pour lui faire de la place. Il est passé devant elle assez près pour qu'elle aurait pu tendre la main et toucher sa manche, et la laisse rester parfaitement immobile et la regarder partir. La pièce a laissé échapper son souffle. Clara Holt a fait un son qui était à moitié un rire et à moitié quelque chose qui avait été retenu trop longtemps. Henry a mis son bras autour d'elle. Ed Marsh s'est rassis sur sa chaise et s'est frotté le visage avec les 2 mains. Le Reverend Moore se tenait à sa chaire, regardant le plafond avec l'expression d'un homme ayant une conversation privée avec sa conscience. Cole a traversé la pièce vers Ruth. Il s'est arrêté devant elle, usé par le voyage et fatigué, avec l'expression prudente qu'il portait toujours quand il ressentait quelque chose pour lequel il ne connaissait pas les mots. « Vous avez tenu, dit-il. Je vous ai dit que je le ferais. » Il l'a regardé. L'église se remplissait de sons autour d'eux maintenant. Des voix, des mouvements, le chaos contrôlé d'une communauté qui venait de voir sa compréhension d'elle-même réarrangée. Mais dans l'espace entre eux, c'était calme. « Whitfield a besoin de vos documents, » dit Cole. « Les 12 pages et tout le reste, je les ai. » Elle a tapoté le sac à son côté. « J'ai tout. Les procès-verbaux du comité de Henry. Henry les a. Ed a ses papiers d'écurie. » Elle l'a regardé. « Cole, c'est fait. Les pièces sont toutes là. Nous avons juste besoin de les mettre devant la bonne personne. » Elle a fait une pause. « Ce que vous avez fait. » Il a hoché la tête, puis il a fait quelque chose qu'elle ne l'avait pas vu faire auparavant. Il a tendu la main et a pris la sienne. Pas de la manière hésitante d'un homme qui n'est pas sûr, de la manière d'un homme qui a pris une décision et ne va pas la remettre en question. Sa main était rugueuse, chaude et solide, et il a tenu la sienne avec une fermeté qui n'était pas de la possession, mais de la présence. Pour dire « Je suis là et je ne pars pas. » Ruth a baissé les yeux sur leurs mains jointes, puis elle a levé les yeux vers lui. « Votre terre, dit-elle, elle ira bien. » Whitfield dit que l'injonction bloque tout transfert jusqu'à ce que le tribunal examine tout, au rythme où vont les choses.
Il a fait une pause. Il pense que Stitch négociera plutôt que de faire face à des accusations de fraude fédérale. Moins cher d'abandonner le projet foncier que de se battre contre une affaire de fraude postale. Il se battra, dit Ruth. Peut-être, mais il ne gagnera pas. Cole la regarda fixement. Pas contre ce que vous avez construit cette semaine. Elle a pensé à ce qu'elle avait construit. 12 pages de documentation. Un membre du comité de l'eau avec 4 ans de procès-verbaux qui racontait une histoire différente de celle du dossier officiel. Un propriétaire d'écurie avec des papiers qui prouvaient l'intimidation. Un prédicateur qui s'était tenu dans sa propre église et avait donné 5 minutes à une étrangère après le dernier cantique. Un jeune shérif adjoint qui était devenu très silencieux au bon moment et qui, au final, n'avait rien fait pour arrêter ce qui devait arriver. Elle a pensé à Grace, qui avait caché des choses à Harold Stitch pendant 8 ans et savait exactement où il ne regardait pas. Qui avait fait du café sans qu'on le lui demande et posé des assiettes devant les gens sans être remercié. Et qui avait gardé l'arrière-salle de sa pension ouverte comme un havre de paix au milieu d'une tempête. Elle a pensé à Clara Holt, qui l'avait abordée de travers le premier jour et était arrivée à l'honnêteté selon ses propres termes, sans être poussée, ce qui valait plus qu'une conversion forcée. Elle a pensé aux filles minces. Plus tard cet après-midi-là, James Whitfield était assis à la table de devant de Grace avec une tasse de café. Et les 12 pages de Ruth étalées devant lui, prenant des notes dans un petit carnet en cuir avec l'efficacité concentrée d'un homme qui facture à l'heure et gagne chaque centime. Cole était assis en face de lui, répondant aux questions. Henry Holt est entré à 2 heures avec sa boîte de procès-verbaux du comité, et Whitfield a passé 40 minutes à les examiner sans lever les yeux. Ed Marsh est arrivé à 3 heures avec ses papiers d'écurie et le document que Decker avait laissé avec le mauvais sceau de comité. Et Whitfield l'a regardé et a fait un son qui n'était pas tout à fait un rire, mais qui était voisin de la satisfaction. Grace a continué à servir le café. Le soir venu, Whitfield avait ce dont il avait besoin. Il a rangé sa mallette, a serré la main de tout le monde autour de la table et a regardé Ruth en dernier. « Madame Calloway, dit-il, d'après mon expérience, des cas comme celui-ci prennent des mois à être assemblés correctement. Vous l'avez fait en 1 semaine. » Il a fait une pause. « Si jamais vous voulez étudier le droit au lieu de l'enseigner, je connais plusieurs cabinets à Abilene qui seraient intéressés à vous parler. » Ruth l'a regardé. « Je veux enseigner, dit-elle. » Il a souri. « Alors Redstone Crossing sera vraiment chanceux, pour de vrai cette fois. » Il a touché son chapeau et est sorti. La pension s'est vidée lentement. Henry et Clara sont partis ensemble. Henry portant sa boîte sous un bras et la main de sa femme dans l'autre, parlant à voix basse avec l'aisance de 2 personnes qui ont traversé quelque chose de dur ensemble et en sont sortis encore debout. Ed Marsh est rentré à son écurie. Le Reverend Moore était passé brièvement, en fin d'après-midi, non pas pour parler longuement, juste pour serrer la main de Ruth, et la regarder avec les yeux d'un homme faisant un bilan privé de lui-même dont elle n'avait pas besoin de faire partie. Tom Reeves est entré au crépuscule. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, son chapeau à la main, l'air plus jeune que jamais dans la lumière déclinante. Et il a regardé Ruth avec l'honnêteté directe et inconfortable de quelqu'un qui porte un poids qu'il ne sait pas comment poser. « Je veux que vous sachiez, dit-il, je ne savais pas ce qu'il y avait sur cet avis avant qu'il ne me dise de surveiller le panneau. Je n'aurais pas... » Il s'est arrêté. « J'aurais dû demander avant de faire ce qu'il a dit. J'aurais dû demander ce que je faisais et pourquoi. » Ruth l'a regardé. Il avait 20 ans, peut-être. Il avait un insigne de shérif adjoint et les ordres de quelqu'un d'autre. Et il était arrivé à la fin au bon endroit, lentement et avec malaise, mais il y était arrivé. « Tom, dit-elle, s'il doit y avoir une école dans cette ville, il y aura des enfants dedans qui devront apprendre que poser des questions n'est pas de la déloyauté, que c'est en fait la chose la plus importante qu'une personne puisse faire. » Elle a fait une pause. « Vous avez posé la bonne question aujourd'hui. Ça compte. » Il a hoché la tête. Il a remis son chapeau et est sorti. La porte s'est refermée derrière lui. Grace a commencé à laver les dernières chaises. Ruth était assise à la table dans le calme, ses mains à plat sur le bois. La posture familière d'une femme qui a bougé rapidement et s'est enfin arrêtée, sentant tout le poids de ce qu'elle a porté. Cole était à la fenêtre. Il était là depuis un moment, regardant la rue principale de Redstone Crossing dans la dernière lumière du jour, le dos à la pièce, pensant à ce qu'il pensait dans les silences. « Vous restez, dit-il.
Ce n'était pas tout à fait une question. Je reste, dit Ruth. Il y a une ville pleine d'enfants qui ont besoin d'une enseignante et je ne suis pas venu de 12 St. Miles pour repartir les mains vides. Il s'est détourné de la fenêtre. Il l'a regardé de l'autre côté de la pièce avec cette expression prudente et sans fioriture qu'elle avait appris à comprendre comme n'étant pas de la vacuité mais de la précision. Un homme qui ne montrait que ce qu'il voulait dire et qui, par conséquent, quand il montrait quelque chose, le pensait entièrement. Le pâturage est sur ma propriété, dit-il. Terrain plat, bon drainage. Il y a un bosquet de bois le long du bord nord qui pourrait être défriché pour le bois de construction. Il a fait une pause. Un bâtiment scolaire a besoin de fondation. Je sais comment en poser une. Ruth l'a regardé. Elle a pensé à la première nuit, au contrat sur sa table de cuisine, à l'encre séchant sur ses copies pendant qu'il sortait une deuxième plume sans qu'on le lui demande. Elle a pensé au portail qu'il avait ouvert à la clôture. Elle a pensé aux 6 jours de route vers Abilene et retour sans se plaindre, et à son arrivée dans l'embrasure d'une église au moment exact. Elle a pensé à Daniel, à combien elle l'avait aimé et à quel point elle l'avait complètement perdu. Et aux 2 années à apprendre à vivre dans un monde qui avait été réarrangé sans sa permission. Elle n'était pas venue au Texas pour chercher autre chose qu'un gagne-pain. Elle ne s'attendait pas à trouver un homme qui lui faisait confiance avec ses documents, son histoire et le coffre à double fond que sa mère avait apporté du Kentucky. Qui s'était assis en face d'une table de cuisine dans le noir et lui avait tendu ses papiers les plus importants en disant « Je crois que vous pouvez lire ça. Je crois que vous pouvez voir ce que je ne peux pas. » C'est une offre considérable, dit-elle. Sa voix était stable. Pour un homme qui me connaît à peine. J'en sais assez, dit Cole. Il s'est déplacé de la fenêtre et s'est assis en face d'elle à la table où ils avaient travaillé côte à côte pour la première fois, où les documents étaient maintenant en route pour l'acte dans la maillette en cuir d'un avocat, où la lampe entre eux projetait le même cercle de lumière chaud et instable qu'elle avait projeté la première nuit. Je sais que vous avez lu un contrat frauduleux en 20 minutes et que vous l'avez mieux compris que moi en 1 an. Je sais que vous êtes entré seul dans le bureau d'Alton et que vous l'avez fait réfléchir de quel côté de l'examen d'un juge il voulait être. Je sais que vous avez construit quelque chose dans cette ville en 6 jours que je n'aurais pas pu construire en 6 ans. Il l'a regardé, et je sais que vous êtes venu ici pour enseigner. Ce n'est pas une petite chose, Ruth. Ce n'est pas une chose qui devrait être gaspillée. Grace était devenue silencieuse au comptoir, le dos tourné, lavant une tasse qu'elle avait déjà lavée, leur donnant l'intimité de ne pas regarder. Ruth est restée assise avec ces mots un long moment. La lampe entre eux, la pièce calme, le son de Redstone Crossing s'installant dans sa soirée. Ordinaire et vivant à l'extérieur de la fenêtre. Un chien, un cheval, les voix d'enfants appelés pour le souper. Le son particulier d'une communauté qui ne savait pas encore pleinement ce qui s'était passé aujourd'hui, mais qui le saurait le matin, et qui passerait les semaines à venir à décider quoi en faire. Elle les aiderait à décider. C'était ce qu'elle faisait. C'était ce qu'elle avait toujours fait. Les fondations, dit-elle, savez-vous à quelle profondeur les poser dans ce sol? 3 pieds, dit Cole. Peut-être 4 du côté nord où le sol bouge. Et le bois le long du bord nord. Combien y en a-t-il? Assez pour 4 murs et un toit. Peut-être un porche si nous sommes prudents avec les coupes. Ruth l'a regardé. Quelque chose dans sa poitrine qui avait été tendu pendant 2 ans. Tendu contre la perte, la tromperie et le travail éreintant de survivre seul dans un monde qui ne se souciait pas particulièrement de sa survie. C'est détendu d'un degré, puis d'un autre. De la même manière qu'une porte se détend quand quelqu'un qui sait comment l'ouvrir trouve la bonne clé. Alors nous devrions commencer au printemps, dit-elle. Quand le sol dégèlera et que les enfants pourront regarder les murs monter et comprendre que celui-ci est réel. Cole a hoché la tête, lent et certain. Le hochement de tête d'un homme qui attendait que quelque chose soit décidé et qui est maintenant prêt à construire. Grace a posé la tasse propre sur l'étagère et s'est retournée. Elle a regardé les deux à la table à la lueur de la lampe et n'a rien dit. Mais l'expression sur son visage était celle qu'elle portait quand quelque chose s'était passé comme il se devait. Le regard d'une femme qui a tenu une porte ouverte pendant 8 ans et a finalement vu la bonne personne la franchir. Dehors, les premières étoiles apparaissaient au-dessus de Redstone Crossing, Texas,
En cet automne de 1879, le nom de Harold Stitch était sur une injonction à l'acte. 12 pages de l'écriture soignée d'une veuve étaient dans la maillette d'un avocat, en route vers un juge qui ne devait rien à personne. Le comité de l'eau savait ce qu'il avait signé. Le propriétaire de l'écurie savait de quoi il avait été menacé. Le prédicateur savait ce qu'il avait répété sans vérifier. Et dans le pâturage et d'un ranch de bétail au bord d'une petite ville qui ne commençait qu'à comprendre ce dans quoi elle avait vécu. Il y avait un terrain plat, un bon drainage et un bosquet de bois le long du bord nord attendant le printemps, une fondation et 4 murs honnêtes. Ruth Calloway était venue au Texas avec un faux contrat, 4 $ et 11 cents, et une malle pleine de livres scolaires, et elle avait perdu le contrat, dépensé les 4 $, gardé les livres et trouvé quelque chose qu'elle ne cherchait pas et ne pouvait maintenant imaginer être sans. Certaines choses se construisent lentement, avec soin et patience. De la même manière qu'un enseignant construit la compréhension dans une salle pleine d'enfants qui apprennent que le monde peut être remis en question, connu et changé. Certaines choses se construisent en séjour d'urgence, par nécessité, documentation et l'entêtement particulier d'une femme à qui on a dit trop de fois d'accepter moins que la vérité. Et certaines choses, les meilleures, celles qui dureront, sont construites des deux à la fois. C'est ainsi que cela a commencé à Redstone Crossing. Pas avec de grands gestes ou des vœux prononcés, mais avec 12 pages d'écriture et une fondation de 3 pieds de profondeur dans un sol honnête, et 2 personnes à une table de cuisine à la lueur de la lampe, qui avaient trouvé au milieu du complot de quelqu'un d'autre exactement ce qu'elles ne savaient pas qu'il leur manquait. L'école a ouvert en avril suivant. 31 enfants étaient présents le premier jour. Ruth se tenait à l'avant de la salle avec son certificat d'enseignement sur le mur derrière elle. Elle a regardé leur visage et a compris qu'elle n'était pas arrivée au Texas pour être trompée. Elle était arrivée pour commencer. Et c'était enfin exactement ce qu'elle faisait.